Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour, bienvenue pour cette rentrée de Comics Outcast. Vous avez bien tous et toutes vos affaires ? Oui, ouais, c'est bon. Bon, c'est bien. Vous avez vu la nouvelle directive cette année, nouvelle directive vestimentaire. Les slips par-dessus le pantalon sont interdits. Non. Non. Si. Mais non. Si. Pour une raison très simple, c'est que le slip sur le pantalon, Superman, Batman, tout ça, c'est beaucoup trop ostensiblement marqué DC Comics. Et voilà, on est une émission neutre, on peut pas afficher comme ça nos préférences. Donc voilà. Mais non, si, moi je suis d'accord. Je pense que, là, tu vois, le slip par-dessus le pantalon, ça se voit que t'es vraiment à fond d'essai, quoi. Donc là, ce soir, je voudrais plutôt qu'on ait une émission, neutre. Donc si tu peux enlever ton slip, merci. Non, moi je préfère qu'il garde son slip. Moi aussi. Ouais, c'est vrai. Vu comme ça, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, cette directive vestimentaire. Bouillard. Bonsoir et bienvenue dans Comics Outcast, votre podcast bimensuel sur les comics et leur multivers, diffusé sur les ondes du vaisseau Hypersensas. Je suis Jean Vocat, comme un avocat sans le A, et je suis extrêmement heureux de vous retrouver ce soir pour ouvrir cette nouvelle saison de Comics Outcast, la 10e. Et oui, la 10e, rien que ça. Donc, 10 saisons. 10 saisons, on ouvre la 10e saison. Donc évidemment des festivités à prévoir. On est en train de voir pour louer le Casino de Paris. Mais bon, on a des petits problèmes parce que le soir là, je crois qu'il y a Calogero. Mais enfin, on va s'arranger. En tout cas, on espère faire une belle saison. Une saison placée sous le signe du renouveau, puisque le vaisseau Hypersensas a changé de studio. C'est désormais dans les locaux du Studio 17, producteur entre autres de la Bonne Auberge, qui nous accueille et on les remercie du fond du cœur de nous accueillir. Merci. Alors ce soir avec moi 3 chroniqueurs, chroniqueuses qui ont pris des bien belles vacances, qui reviennent en pleine forme, à commencer par Adrien qui selon ses propres termes a fait un Bretagne World Tour. Tu veux nous parler de tes vacances un peu ? Effectivement. Écoute, j'ai découvert le Finistère de fond en comble. Et puis de saut de puce en saut de puce, j'ai découvert ce territoire sauvage qu'est la Bretagne à la rencontre des vaches, du beurre et du vent, j'imagine, quelque chose comme ça. C'est très joli quand même. Vous avez pas complètement menti sur la marchandise. Non, mais c'était sympa. J'en ai profité pour pas bronzer parce que c'est la Bretagne, mais pour et pas me reposer non plus parce que voilà. Mais c'était très bien. Bon, donc tu vas bien. Oui, ouais. je vais très bien et je suis prêt à croquer cette rentrée. Ah, et tu lis des trucs en ce moment ? Eh bien, figurez-vous que lors d'un déménagement d'un studio de Comics Outcast, j'ai looté... Symétrie. Et je suis en train de découvrir ça, une pépite. Je vous en parlerai bientôt. Non, Doggy Bags que je n'ai jamais lu. Non. Donc voilà, je sais que je vais me faire embrouiller par la terre entière, mais j'ai jamais lu Doggy Bags, donc autant commencer ça. Voilà, c'est mon... J'allais dire mon livre de chevet, mais honnêtement, il est plus gros que ma table de chevet, le livre. Donc voilà. Et de quoi tu veux nous parler ce soir ? Je vais vous parler de la fin des choses. La fin des choses. Ouais, dis donc, ça commence bien pour une émission de rentrée. Écoute, toutes les bonnes choses ont une fin. Ensuite, on a XT Fate qui lui aussi a eu de bien belles vacances puisqu'il a été en Sicile et il a joué à Baldur's Gate 3. Et il y en a un des deux qu'il a trouvé nul. Tu veux nous en parler peut-être ? Tu sais quoi ? J'ai presque envie de laisser planer ce doute. C'est pour que chacun puisse choisir. Très bien, très bien. J'ai toujours su que t'étais pas un vrai gamer. Bon alors sinon ça va ? Très bien. Tu vois, cette rentrée, c'est la joie, la bonne humeur. Ça fait bizarre, mais c'est bien, ça fait du bien. Ça fait bizarre aussi parce qu'on est loin, parce qu'on a une table beaucoup plus grande que dans le studio précédent. On est hyper loin les uns des autres. J'ai envie de faire XT. Coucou. Mais à l'audio, tu sais, ça se voit pas les mouvements de main. C'est vrai, c'est complètement idiot. Tu lis des trucs en ce moment ? Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement ? Oui, j'ai commencé à lire The Goon. Que certains membres du VHS m'ont offert. Pareil, toi aussi premier sur la hype, quoi. On n'est pas du tout les retardataires de service là, genre. Pas du tout. À tout moment quelqu'un lit, je sais pas. Mais du coup que j'aurais reçu le VHS pour ce livre et que j'ai pu en profiter et c'est vraiment super bien en fait. J'attendais l'occasion de me lancer et voilà.
Ouais, ça avait été présenté peut-être pendant la première saison de Comics Outcast. Non, quand même pas, parce que je crois me souvenir. C'était Ketrus qui en avait parlé, je crois. C'était Ketrus, et je me demande si c'était pas à Lille. Donc, Ike nous dit que c'était Joe. Donc peut-être effectivement Ike mémoire de Comics Outcast. mémoire, notre cérébro de chair et d'os. De chair et d'os. Et donc XT, de quoi tu vas nous parler ce soir ? Je vais vous parler de ce qu'une certaine personne parmi l'équipe qualifierait de sale bête, mais avec lequel je ne partage pas forcément son avis. Ok, donc une rentrée placée sous le signe du conflit, très bien, merci. Et enfin, Luxbox qui a eu des vacances, t'as dit mot croisé, Scrabble. Bah oui, parce qu'il paraît que l'âge, c'est une question d'état d'esprit. Et donc j'entretiens mon côté mamie en ayant des loisirs de retraité. Et j'ai passé mes meilleures vacances, donc c'était parfait. T'as appris des nouveaux mots ? Oui, mais je serais incapable de les sortir. Mais c'est surtout des mots qui utilisent les W, les K et les Y, parce que c'est ceux qui rapportent le plus de points et qui sont les plus chiants à placer. C'est vrai. Et ça va sinon ? Rentrer sur les chapeaux de roue, donc je suis un peu fatiguée alors qu'on est que mi-septembre, mais c'est pas grave. Et de quoi tu vas nous parler ce soir ? Moi ce soir je vais vous parler de fantômes, de morts vivants et de fin du monde. Fin du monde, 2 fois la fin du monde pour cette émission de rentrée. Bon, c'est très bien. Il n'y a que moi pour apporter un peu de la fin des choses. Hein. Ouais, c'est vrai, tu n'as pas dit la fin du monde, mais des choses. Des choses. Bon, je crois qu'on est prêt à entrer dans le vif du sujet avec nos 3 rubriques habituelles, les reviews, le focus et le hors les bulles. Comics Outcast numéro 211, c'est parti! Alors on commence par les reviews. Alors les reviews, pour ceux qui nous découvriraient, petit rappel, chacun des chroniqueurs et chroniqueuses a choisi un titre dont il a lu les 3 premiers numéros et il va nous en parler, nous présenter, nous dire ce qu'ils en pensent, et ensuite ils vont parler tous les 3, sachant que ils en parlent pour la première fois entre eux, à peu de choses près, à l'antenne. Ils découvrent les avis des uns des autres. Et on va commencer par XT. Oh là là, tu me donnes cette dure responsabilité de faire la première chronique de la saison. Exactement. Là, j'ai la goutte de sueur. Hein. Tu la vois pas vu que on est loin, mais j'ai la goutte de sueur. Tu vas nous parler de Hairball. Exactement. Écrit par Matt Kindt, dessiné par Tyler Jenkins aux éditions Dark Horse. C'est une mini-série en 4 dont la publication est terminée. À toi. Tout à fait, donc 4 issues. Et donc j'ai pris ce titre qui me faisait de l'œil depuis quelques temps quand même. J'ai fait en sorte que notre camarade Dragon ne soit pas là pour en parler parce que il a une certaine allergie au chat que je voulais éviter de lui imposer quand même. Je comprends. Voilà, ça peut se comprendre. Donc, de quoi nous parle Hairball ? Alors, on va passer sur petite intro, on va parler un peu de Matt Kindt rapidement. J'ai déjà fait une petite review sur lui avec Spy Superb et d'autres chroniques qui avaient pu être faites par l'équipe auparavant. C'est quelqu'un qui s'amuse beaucoup à faire des semi-high concepts et souvent ne fait que des histoires courtes en général. En majorité d'histoires courtes, ça dépasse rarement un nombre conséquent d'issues. Et donc là, il continue à nous proposer quelque chose de nouveau. Petite anecdote, c'est qu'il a l'habitude de dessiner beaucoup de ses comics et encore plus quand ce sont des shorts, des mini-séries. Et là, en fait, il se trouve qu'il va chercher l'aide de Tyler Jenkins et je suppose sa femme aux couleurs. Donc de quoi ça nous parle ? Hairball, ça va nous parler de la vie d'une jeune fille et de ses soucis de famille, au départ en tout cas. On aborde le comics sur un premier angle, on arrive sur les premières pages, c'est sur un fond, on aborde tout de suite on a tout de suite un fond noir, on n'a pas le fond blanc habituellement qu'on a sur les comics et ensuite on colore la page est noire et ensuite le dessin vient par-dessus. Là c'est plus dans ce sens-là. Donc vraiment cet aspect du chat noir le soir qui s'infiltre dans vos maisons et dans votre quotidien. Tout de suite, les premières pages sont assez marrantes, c'est qu'en fait on a tout de suite presque un côté horreur avec ça. En fait, c'est pas spécialement, il joue un peu avec les genres où on a un petit côté horreur.
Et donc on commence sur ce plan des yeux du chat qui observe. Pendant ce temps-là, on a la narratrice Anna qui nous conte son histoire et donc sa famille. On découvre enfin donc quasiment l'entièreté de la série qui est en 4 donc en l'occurrence se passe sous une narration voix off du point de vue de Anna. Et donc elle se décrit comme une jeune fille solitaire et silencieuse qui a des problèmes psychologiques dont les parents en tout cas essaient de tout faire pour le sortir de certaines maladies qui n'est pas extrêmement éclair, mais en tout cas on pourrait peut-être qualifier de dépression ou d'autres, je ne pas trop dans le détail. En tout cas un psy la suit pour l'aider et peut-être identifier ce que c'est. Exactement. Et donc on a ces premiers Ishudema nous explique que sa famille c'est pas trop la joie, qu'on voit tout de suite que ses parents s'engueulent bien fort et ils s'engueulent bien fort à cause d'elle, parce qu'à cause d'elle ils ont une vie de merde et parce qu'ils doivent payer tous les frais médicaux, ils sont ruinés à cause d'elle, à cause de tous ces frais engagés. Et pendant cette conversation on voit aussi ce chat qui se rapproche d'elle, qui lui mord le bras et qui de ce mord de bras sort des espèces tel un vampire. Enfin, on a vraiment le plan vampire sur son bras et on voit un glyphe qui s'inscrit comme un tatouage sur son bras qui s'imprime à ce moment-là. Et on voit plus tard que des vers en ressortent. Donc il y a un aspect un peu fantastique là-dessus. Makin part un peu là-dessus tout en gardant un contexte très familial. Donc ensuite on a en fait le découpage est assez basique, c'est vraiment 4 cases par page, très carré, rien d'impression là-dessus, mais on a vraiment cette ambiance noire, enfin noire parce que littéralement pas champ noir, mais on a vraiment tout est sombre et tout semble être vu par le regard du chat, en tout cas par beaucoup semble être vu par son regard à lui, et qui semble se balader dans cette maison et qui semble comploter. Et c'est là où tout ce que les fameux chats qui sont fourbes, très fourbes. Ça c'est connu, hein, le chat est fourbe. Voilà, c'est ce que le comics ça arrive très bien à nous faire ressortir ça. Et via son regard, on voit ce chat qui va vouloir aider notre jeune fille. On sent qu'il s'y est attaché et donc voilà. On voit aussi des scènes où le père est violent avec sa fille. Enfin, alors il dit oui, je lui ai juste donné la fessée, mais bon, certains diraient oh, c'est pas grand chose, d'autres diraient que c'est grand chose. C'est comme ça que c'est écrit dans le comics. Hein, mais c'était juste une fessée, voilà. Et Bestie, donc le nom du chat adopté. Et elle communique en fait et elle dit mais il communique, c'est à dire que le chat n'a pas de bulle de dialogue, mais en fait elle dit que son chat communique avec elle et il lui dit tout ira mieux, fais-moi confiance. Et là on a un petit parallèle. À un moment on voit le chat du coup qui fait sa vie, puis à un moment on le voit cracher une grosse boule de poil bien dégueu, une vie de chat quoi, parce que là rien de normal. Le chat se balade, il se barre comme un bon petit chat qui a fait sa petite connerie. Et puis juste après, on voit un angle sous la table de cette boule de poil qui se transforme en petit monstre qui va se loger dans le café du père. Et à ce moment-là, le père boit son café et il trouve qu'il a un goût bien rond son café. Jusqu'à ce qu'il s'effondre quand il voit qu'il y a une bête dedans et il s'effondre. Fin de l'issue 1, on se dit ah ok, le chat est une vraie sale bête. En tout cas certains diraient ça comme ça, alors que d'autres vous ferez ça comme... Peut-être que voilà, certains chroniqueurs pourraient trouver éventuellement comme une sorte de preuve scientifique de son discours. Bah ça on le savait que les chats c'est des sales bêtes, non ? Et un sentiment de haine... Not all cat. Not all cat. Et évidemment, l'issue 2 nous rassure d'une certaine manière, nous montre que le père n'est pas mort, mais qu'il a été juste en fauteuil roulant et incapable de parler, exactement plus ou moins comme ce qu'était le statut de sa fille auparavant, sauf que la fille n'était pas en fauteuil roulant, mais elle ne parlait pas. Et en fait, on continue un peu ce petit bonhomme de chemin dans cette histoire où ce chat va en fait... faire en sorte de détruire un peu la famille de Anna de sa famille et surtout de les séparer.
Et donc le chat va s'amuser entre guillemets à sauver Anna d'un incendie de la maison pour faire en sorte qu'Anna s'en aille et puis aille chez sa tante. Je vais éviter trop en parler parce que ce n'est que 4 issues et ça serait trop spoilé pour les histoires, mais on est déjà sur les issues 1 et 2 donc ça ferait déjà beaucoup. Reste que petit point, c'est qu'à chaque fois que le chat va faire une connerie, littéralement on a son œil qui vrille, c'est-à-dire que vous voyez les chats ont 2 fentes on va dire verticales au niveau des yeux, et quand il va faire sa connerie, littéralement un des deux yeux se tourne à l'horizontale. Donc j'espère être à peu près clair, mais c'est d'ailleurs, je crois, la cover de la deuxième issue l'exprime plutôt bien. Mais elle, du coup, évidemment, quand elle voit que son chat commence à faire ça pour faire ça, elle voit quand même la connerie arriver. Elle se dit, mon chat, il est un peu diabolique quand même. Hein. T'es quand même peut-être un petit connard quand même. Et puis, du coup, elle va se mettre à essayer de le buter. Mais genre. Violemment quoi, enfin pas genre disons que Matkins va s'amuser un peu sur les méthodes violentes de comment tuer un chat qui évidemment reviendra tel un chat qui a 7 vies, tel 9 pardon, tout augmente cette année. C'est l'inflation. Donc qui reviendra. Alors je vais m'arrêter là pour l'histoire, pour vraiment pas trop en révéler parce que bon, après j'en ai déjà dit assez je pense, mais on a à peu près tout l'esprit là-dessus de ce chat fourbe qui en fait fait ça pour le bien d'Anna, qui enfin pour ce que lui imagine être pour son bien en tout cas. Et Matkins d'une certaine manière déclare son amour un peu au chat, mais à sa manière de c'est un fourbe mais il nous aime quand même, ces fameux animaux qui ont l'air totalement indifférents, totalement vaches avec nous. Mais au final, ils nous aiment et ils sont toujours là pour nous, même dans les pires moments. Même quand on les maltraite, ils reviennent. Et celui qui est maléfique, tapis dans l'ombre, peut être autant un ami qu'un ennemi. Et donc voilà, Matkins s'amuse beaucoup avec les codes de l'horreur, mais sans en être vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, il y va, mais par petites touches, sans être le cœur du livre. Il s'amuse pas à en faire, enfin il est pas là pour faire un truc d'horreur, il utilise vraiment plutôt ce code pour s'amuser. Ça sent qu'il s'amuse là-dessus. Les covers sont petite anecdote sur les covers qui sont vraiment sympas, moi je les trouvais vraiment chouettes. Et à la question est-ce que c'était bien, est-ce que je le recommanderais, je dirais oui, c'est très sympa. C'est pas un chef-d'œuvre, on n'est pas du tout sur quelque chose d'un indispensable. On a quelque chose de plutôt chouette auquel moi en tout cas j'ai passé un beau moment. J'ai lu pour le coup les 4 issues mais voilà, je ne conseillerais pas spécialement tout le monde. Si vous aimez les chats, clairement vous pouvez y aller. Si vous aimez Matkins, vous aurez toujours la même mayonnaise, enfin vous aurez toujours son petit côté original, on va dire, dans sa manière de mener ses récits, qui à chaque fois est un petit peu de côté décalé, et c'est moi ce que j'aime chez lui, et il deliver là comme voilà. Donc. Très bien, merci pour cette présentation. On va demander qui aime les chats ici. Moi. Ah, et bien Luxbox, qu'est-ce que tu as pensé de Hairball? Alors au début j'ai eu peur que ce soit un coup de la secte des adorateurs des chiens, parce que vraiment le premier issue voire le deuxième issue, le chat est vraiment machiavélique, et après en fait l'aura maléfique se transforme en aura magique, on va dire, et sans en révéler trop. Du coup j'étais un peu j'ai préféré que c'était comme ça, voilà. Blague à part, moi j'ai trouvé le dessin un peu déplaisant. J'ai trouvé un peu brouillon, mais bon, c'est que mon avis, hein, mais j'ai eu un petit peu de mal avec le dessin, et puis surtout avec le côté feignant des cases qui se ressemblent. En fait, il y a des cases qui sont copiées sur 4 cases, par exemple, avec juste le texte qui change. Bon, je comprends que, voilà, moi je suis pas dessinatrice, hein, je comprends que ça soit une solution de facilité, entre guillemets, ou un choix artistique, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'en tant que spectatrice, j'ai pris ça un peu pour de la flemme et ça m'a vexée. Vexé, carrément. Voilà, mais sinon j'ai lu les 4 aussi, parce que comme il n'y en avait que 4, je me suis dit, moi j'en ai lu 3, autant lire la fin. Et ouais, pareil, je recommande, c'est court, c'est assez intense sur la fin, et voilà, surtout si vous aimez les chats, ne vous privez pas. C'est vrai que la dernière issue est particulièrement bien, mais c'est pas, enfin moi j'ai beaucoup aimé le tour que ça prend. Bah moi aussi.
dont on ne parlera pas ici, Voilà, du coup. exactement. Bah non. Bon, alors on va C'est hors parler cadre. de ce dont on peut parler, à savoir de l'avis de Adrien. Oui, on peut en parler effectivement. Alors juste peut-être un petit conseil pour nos amis qui voudraient googler le nom du comics. Ne vous trompez pas, hein, c'est bien Airball et non pas Ball Air, parce que genre vous risquez de tomber sur complètement autre chose. Alors Merci pour ces précisions, merci. moi j'ai quand même j'ai vraiment beaucoup aimé. Faut dire que Matkins, je suis très client. Et ce dessin qu'on pourrait juger comme feignant, moi je trouve plutôt que c'est radical en fait. Artistiquement, c'est vraiment c'est intentionnel et je sais pas. Alors d'aucuns pourraient le comparer à certains traits de l'émir par exemple. Enfin, il y a un truc un peu de l'ordre de l'enfantin. Ceci explique peut-être cela. Ouais. Non, mais moi j'aime beaucoup les Jenkins là-dessus. Snowblind, Grass Kings, c'est complètement ma cam graphiquement. Les couleurs, je les trouve géniales et tout. Et là, ça fonctionne bien. Alors il y a des moments, c'est border, je sais pas comment dire. C'est une forme d'agression, quoi, tu vois, dans l'intention du trait, tu vois. Pour moi, c'est pas comme si ça voulait être moche, tu vois, c'est que effectivement c'est un peu radical. Mais surtout, je trouve que vraiment la force de Airball, c'est ce récit fantastique qui, en tout cas, jusqu'à la fin de l'issue 3, arrive bien à jouer. Je dis ça pas pour faire un spoiler, hein, je dis ça parce que c'est juste que là où j'ai lu. On est vraiment dans le registre du fantastique, puisque cette petite fille, elle s'adresse à son psy et que on sait qu'en fait, elle a une maladie mentale. On ne sait pas exactement laquelle, mais voilà. Et donc, dans ce qu'elle raconte et cette question entre son point de vue à elle, le point de vue du chat, ce qu'on peut réellement imputer à un chat et ce qui pourrait être de l'ordre de l'accident ou de ce qui se passe dans sa tête, en fait, c'est super intéressant. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment comme ça une sorte de double lecture. Je veux dire qu'on ne sait pas sûr s'il y a du fantastique ou pas. En fait. Voilà. C'est intéressant. Disons, voilà, comme la pure définition du fantastique, on questionne la légitimité du point de vue original. Voilà. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment malin et vraiment enthousiasmant. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à parcourir une partie de l'histoire que j'ai pu préparer pour aujourd'hui. À un petit détail près, mais que là pour le coup je qualifierais presque d'erreur de mise en scène. Enfin, je sais pas, tu vois, ce début, comme tu l'as dit, XT, on a l'impression qu'on est du point de vue du chat et tout le début en fait est fait en monologue interne. Et comme la première case, c'est littéralement un plan du chat, j'ai pensé pendant la moitié du comics que c'était le chat qui parlait. Ah oui. Et en fait, tu vois, genre quand j'ai compris qu'en fait non, c'est la petite fille qui s'adressait à son psy, il a fallu que je rembobine quasiment tout pour revoir le recontextualiser ce que j'avais lu jusque-là. Et j'ai eu un doute aussi. Enfin, au début, j'étais pas sûr de comment, enfin, qui parlait. Oui, et tu vois, ça pour moi, c'est pas une astuce. C'est pas un truc qui est intéressant de te faire. Tu vas douter de qui parle. Et du coup, je le prends comme une sorte de petite erreur de mise en scène en fait, parce que on aurait pu complètement, par mille façons, en fait, faire comprendre exactement qui parlait. Donc, bon. Je pense que là-dessus, je pense qu'il voulait absolument démarrer par cette première page et première case qui est superbe. Enfin, bon, je trouve qu'elle est, elle te met directement dans ce qu'il te faut. Et du coup, il manque en effet cette case où tu la vois devant son psy. Et avec la bulle qui dit c'est moi qui parle. Et je pense, c'est vrai, comme tu dis, il y a ce petit truc qui doit manquer. Mais je pense qu'il voulait garder l'effet première page du chat. Mais du coup, tu vois, je trouve que c'est un peu plus gênant qu'autre chose. Mais bon, bref, c'est très court. Moi, je le recommanderais à toutes les personnes qui veulent lire un récit fantastique original en TPB quand ça sortira en paperback, tu vois, ça sera, je pense, une bonne petite lecture, un bon petit cadeau, et c'est plutôt plaisant. Bien, un grand oui, hein, manifestement autour de cette table pour Airball.
Même MMXT qui marchait sur des moi œufs. j'adore ça. Non, mais en disant oui, à maîtrise ceux mes qui aiment attentes, les je chats, maîtrise mais en attentes. fait, regarde, tes camarades, ils ont aimé, n'aie pas peur de donner ton avis. Non, mais tu sais, je sais juste que j'en connais un qui. je dois aménager ses attentes, tu vois. Donc c'était Airball de Matt Kint et Tyler Jenkins. On va passer tout de suite à la deuxième review et c'est Luxbox Oui. qui va nous parler de Haunted The Other Side, écrit par Scott Chitwood, dessiné par Danny Lukert, édition Red 5 Comics. Je ne connaissais pas du coup, Oui. cet éditeur. C'est une mini-série en 4 dont la publication est terminée. Oui, parce que c'est un vieux comic. Vous savez que j'aime bien vous parler de séries terminées il y a longtemps, parce que c'est bien de parler de plein de choses. Donc Haunted the Other Side, donc, je vais dire un petit mot vite fait sur son auteur, donc Scott Chitwood avec un C, qui travaille chez Red 5 Comics, donc il est à la fois au four et au moulin, et à qui on doit plusieurs séries terminées aujourd'hui, donc Riptide en 2018, Haunted donc en 2014, qui est donc le préquel, c'est ça qu'on dit ? La première partie, je dirais. La première partie, oui, ouais, voilà. Et une série qui s'appelle Afterburn, et j'ai une petite anecdote très marrante. Avant le Covid, il y avait un projet de film avec Gérard Butler. Voilà, donc je n'ai pas lu Afterburn, mais du coup ça me rend très curieuse. Pareil, hein, si vous googlez Afterburn, pas Afterburn, c'est encore un autre truc. Ah bah bravo. Merci Adrien pour ces recommandations. Bon, écoute. Donc comme on vient de le dire, Haunted The Other Side, c'est donc la suite de Haunted. Donc je suis obligée de vous parler de Haunted pour pouvoir situer un petit peu l'univers. Donc désolé si vous ne l'avez pas lu, je vais vous le spoiler. Mais bon. Donc à un moment... je sais pas Oui, comment... gonna call. Oui. Alors non, il n'y a pas les blockbusters, tout va bien, je ne mélange pas du tout les mots. Les Ghostbusters. En gros, il y a un grand méchant qui s'appelle Abaddon qui dirige tous ces démons, etc. et qui a décidé de prendre en otage la planète Terre. Rien que ça. Voilà, petite ambition. Ouais, mais normal, j'ai envie de dire, pour un maître du mal, la base, quoi. Bah ouais, surtout quand tu viens de l'enfer, au bout d'un moment, tu te fais suer, tu te dis, oh bah tiens, je vais envahir, je vais racheter Twitter, je vais... Bref, je m'égare. On suit donc une héroïne qui s'appelle Sarah McAllister, qui en fait a des connaissances du monde de l'au-delà, voilà, je rentre pas dans les détails, et qui va réussir à survivre et qui va réussir à sauver le monde. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est Haunted. Haunted The Other Side débute donc dans un monde en reconstruction où certains démons et certains fantômes sont restés coincés en fait sur Terre après que la brèche ait été réparée. Et donc les humains essayent non seulement de rebâtir la Terre pour qu'elle soit vivable, tout simplement, rebâtir des buildings, loger tout le monde, nourrir tout le monde, et en même temps faire de la permaculture, par exemple, et en même temps il faut botter l'arrière-train de tous ces fantômes et ces démons, etc., qui sont restés sur Terre. Et voilà, évidemment, nouveau comics dit nouveau méchant, et la bande de héros se retrouve donc à devoir sauver, cette fois pas le monde mais l'Angleterre. Voilà, parce qu'il y a un nouveau méchant qui a décidé en fait d'utiliser les démons et de les soumettre pour pouvoir régner sur l'Angleterre et être le nouveau roi de l'Angleterre. D'accord, il a un petit peu moins d'ambition que le méchant de la première partie. Abaddon, mais voilà, enfin plutôt du genre ambition tyrannique. Oui, d'accord. Donc pas cool. C'est surtout, aujourd'hui Londres, demain le monde, on ne sait pas. Oui, bah voilà, c'est surtout que c'est dangereux. Voilà. Donc mon avis, c'est que c'est assez succinct, mais c'est assez efficace. J'ai beaucoup aimé l'univers. C'est en 4 issues, donc ça va très vite. Vraiment, l'univers m'a séduit. La façon, ils ont tout un arsenal. Ils ont développé une technologie parallèle pour pouvoir justement botter le cul des démons, des trucs comme ça. Et voilà, c'est pas le comics du siècle, mais j'ai trouvé ça prenant, divertissant, et ça m'a donné envie de lire le premier, même si je m'étais fait spoiler par le petit texte qui mettait en contexte. Donc je l'ai lu avec grand plaisir. Et voilà, donc plutôt divertissant. Et donc il y a un cliffhanger à la fin qui donnait potentiellement l'idée d'une suite, mais comme le premier date de 2014 et le deuxième date de 2016, je pense qu'on peut s'asseoir sur une suite. Oui, c'est... Ça fait un peu... un indice s'affiche en bas de votre écran. Voilà, bon, c'est une spéculation, hein, mais... Mais alors du coup, c'est pas trop frustrant quand on arrive à la fin, puisqu'il y a un cliffhanger qui... Bah si, parce qu'en plus, le cliffhanger, c'est vraiment un cliffhanger de ouf. D'accord.
Donc, un cliffhanger de ouf. Il y a une potentialité qui naît à la fin du 4e issue, qui ouvre un nouveau pan de l'univers qui est décrit, et un petit cliffhanger ensuite sur l'histoire de l'héroïne, dont j'ai à peine parlé parce que c'est vraiment l'univers que j'ai envie de mettre en valeur dans ce comics. Dans ce comics, ouais. Voilà. Ouais. Eh bien, très bien. Qui veut nous parler de ce qu'il en a pensé? Adrien Larouzet qui lève le doigt. C'est bien, c'est l'école, c'est la rentrée. Moi, j'ai vraiment, je suis désolé, j'ai vraiment passé un très mauvais moment. Je me suis demandé, genre, j'étais à peu près toutes les 2 pages, je me disais, Lux, pourquoi tu me fais ça? En fait, d'emblée, je trouve que la promesse, elle est pas trop mal, si ce n'est que c'est comme un Ghostbusters, mais qui se prendrait genre vraiment méga au sérieux. Et qui manque un peu de fun, quoi, tu vois, ça, je trouve que c'est pas fun. Les enjeux sont méga sérieux, machin et tout, alors que bon, quand même, le principe, il est vraiment deb, quoi, tu vois, c'est des fantômes, ils arrivent, tu vois, et ça pourrait, enfin, je sais pas, peut-être que j'avais envie de retrouver Ghostbusters et que j'aurais aimé un truc un peu plus léger, mais tu vois, c'est le charme de Bill Murray, quoi. Ça... Ouais, non mais au-delà du principe, parce que, bon, dans le fond, des fantômes, des gens qui chassent des fantômes et des gens qui défendent des incursions, voilà, tu vois, ça pourrait s'arrêter, ça pourrait être méga sérieux. C'est d'ailleurs, enfin, voilà, je serais pas contre. Et j'avais un peu l'impression que, justement, ça se présentait comme... quelque chose qui pourrait être un film d'action, tu vois. D'accord. Beaucoup dans les dialogues et tout ça, presque une ambition de film. Ça me fait rire du coup que tu cites l'hypothèse d'un film adapté, quoi. Avec Gérard Butler. Non mais parce que ouais, on sent qu'il y a presque ça. Alors le fait que tu me dises aussi que l'auteur est aux manettes du publisher, ça explique bien des choses sur une forme d'auto-validation. Ouais, super ton comics. Bon. Je dois préciser aussi que c'est très perturbant. Il y a un protagoniste qui s'appelle Adrien, alors qui est écrit quand même 2 fois avec une faute de frappe. Je sais pas comment c'est possible, mais bon. Et c'est très rare de trouver Adrien dans des comics. Et tu vois, du coup, j'étais là, genre à chaque fois, Adrien va sauver le monde. J'étais là, bah ouais, mon gars. Voilà. J'ai déjà commencé. Mais ouais. Et je suspecte un petit peu. Alors pardon, mes notes sont un petit peu brouillons, mais j'ai trouvé ça un peu... les dialogues parfois sont un peu confus. Il y a une scène entière, je suis presque sûr qu'il y a un moment, il y a une phrase qui est attribuée à la mauvaise personne. Ah oui, sinon, le dialogue n'a pas de sens. Enfin, je vous repointerai le truc, je le mettrai sur le Discord pour me venger, voilà. Il y a des tronches horribles. C'est vraiment genre... j'aime pas trop dire ça, il y a vraiment des moments qui sont très moches. Je les suspecte d'avoir utilisé des photos pour certains angles. C'est comme s'il y avait des changements de focale, tu vois, des moments, et bon, bref. Et puis, voilà. Maintenant... Là où je rejoins Lux, c'est que ça a au moins le mérite d'aller assez vite et que ça a quand même cette ambition un peu de... Du coup, la torture était moins longue, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Quand même trop longue, puisque je ne suis pas allé jusqu'au fameux cliffhanger, tu vois, je me suis vraiment arrêté à 3. Mais, tu vois, à partir du crash d'avion qui intervient à peu près à la moitié, alors c'est très très pratique parce que donc, visiblement, dans le comics, il n'y a plus de vol... comment on appelle ça, cross intercontinentaux, donc qui passent au-dessus de l'Atlantique, mais bon, ils le tentent quand même, et puis tu sais, ils ont le temps genre juste de poser une petite discussion comme ça entre 2 personnages, et ils se font attaquer par des fantômes. Ah non, cette scène par contre c'est... Ouais, bon. Alors tu sais, c'est voilà, hop, ça y est, ça part en crash genre direct, mais quand même, coup de bol, le temps de la discussion, ils avaient eu le temps de traverser l'Atlantique, donc ils se crashent de l'autre côté en Angleterre. Donc c'est bon, c'est... Oui. Ah, c'est moins ça qu'imaginez. non, mais en fait, bon... en termes d'action, de découpage, de rythme et de... Tu vois, je me suis dit, ah yes, ça c'est un truc, c'est assez cinématographique en fait, une attaque dans un avion, blabla. C'est presque un truc que j'aurais eu envie de voir, quoi, à l'écran, en mieux fait. Mais il y a tout, enfin ça marche bof dans le plot, quoi, tu vois, et bon, il se crache, tout le monde va bien, tu sais, à la sortie. Je comprends même pas comment c'est possible, tu sais, genre vraiment l'avion crash et après tu les vois tous comme ça autour de l'avion, genre on a eu de la chance, hein. C'est relou de se cracher quand même des fois. Et voilà, et ça, et je le mettrai là, ça reliera avec notre intro, mais alors personne avec un slip par-dessus son pantalon, mais un personnage ultra catholique qui n'est jamais, il n'y a pas de contrepoint en fait. Et
Et moi, enfin, je sais pas, c'est peut-être une nouvelle sensibilité que je développe, mais un personnage qui est très sur la religion et tout, et où rien ne l'oppose, tu vois, je me suis dit, bon, bah, je ne peux pas y voir autre chose que une forme de prosélytisme de l'auteur, tu vois, qui place un perso très croyant, qui cite Dieu, qui sort la Bible à un moment, genre, t'as quand même quelqu'un qui dit, genre, mais ça t'intéresse pas de savoir ce qu'il y a on the other side? Et l'autre qui sort la Bible en disant, et non, car tout est dans ce livre. Oula. Genre, Ouais. yes, ok, America. Donc, bon, bref, j'ai quand même refermé la 3e issue en me disant, bon, bah voilà, je vais pas faire le 4e, ça le fait pas. Mais bon, ok, ça a au moins eu le mérite d'aller vite. Donc je ne le recommanderais pas à mon pire ennemi. Mais merci Luc. Alors que moi, je l'ai recommandé à tous mes copains. Eh ben. Et alors toi, XT, tu vas le recommander ou pas? Non. Développe. Mais bon, alors je vais mettre un petit peu d'eau dans le vin d'Adrien quand même. Ah bah non. Dans le vin de messe. Non, alors, clairement, le premier truc que je me suis dit quand j'ai commencé à lire les premières pages, c'est Ghostbusters. Et puis voilà. Et alors pourquoi pas, tu vois. Par contre, moi, je suis pas du tout client de Ghostbusters. Mais à la limite, bon, pourquoi pas. Et donc, je me suis dit, bon, le trait déjà m'a fait mal aux yeux parce que j'ai l'impression de voir vraiment le truc ordinateur année 2010, début année 2010, vraiment le côté, et couleur aussi, vraiment il y a un côté très ordinateur post Hotline Miami un peu. Post quoi? Post Hotline Miami au niveau couleur, et post Drive, post toutes ces couleurs violettes flashy qu'on met partout. Ah oui, d'accord. Oui. Et 80 corps. Comment? 80 score. Oui, T-score, mais voilà, Dans le mauvais sens du le terme. ciel rouge un peu pourpre, voilà. Après, question action, en fait, je me suis pareil, il y en a plein et c'est pour ça que ça va assez vite, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Le problème pour moi de cette action, c'est qu'elle est un peu illisible. Je comprenais pas trop qui tapait quoi, comment, et je trouve que le pinacle de ce truc-là, c'est justement ce moment de crash, pour en revenir. Oui. Ils sautent de l'avion. Donc on a une espèce de gargouille qui viennent les attaquer dans l'avion. Il sort, il saute avec son parachute, il ouvre, puis évidemment il y en a qu'un seul, mais l'autre s'accroche à lui, et bon, en tant qu'ancien parachutiste, bah non, mais pourquoi pas, ils font tout ça dans tous les films, donc ok. Et là, truc, mais genre complètement qui sort de nulle part. Il y a une pauvre case où, en fait, imaginez le parachute en gros plan, et en haut à droite de la cage, il y a une petite griffe qui arrive et qui va griffer le parachute, mais on ne sait pas d'où elle sort la griffe. Et en fait, il n'y a aucune manière d'amener le fait que leur parachute est déchiré par un monstre. Alors on comprend, bien sûr, mais c'est amené c'est vraiment genre, on dirait la main de l'auteur qui arrive, qui fait genre. Et je déchire le parachute juste pour vous ouvrir le parachute de secours, et ça apporte pas grand chose à l'action parce que 2 cases plus loin ils ouvrent le parachute de secours, ils ont atterri, tout va bien. Et en fait cette scène est vraiment anticlimatique. En fait c'est un peu le problème que j'ai au niveau de l'action là-dedans, c'est qu'elle est un peu anticlimatique. C'est-à-dire qu'elle participe au réchauffement climatique ou... Bah là, non, ça veut dire quand tu l'accueilles, elle arrête de mûrir. Ah voilà. Pardon, c'est une blague pour mes pour mes fans de biologie. Et donc après voilà, mais alors par contre là où je suis assez d'accord avec Luc, c'est qu'en fait il y a un univers, et c'est un peu regrettable, c'est que ça aurait pu être plus en termes d'univers, mais plus que ça surtout, c'est que ça ressemble beaucoup à un univers de jeux vidéo un peu raté. Eh ben, bah, il y a un crash dans le comics, mais vous avez crashé le comics, quoi. Non, mais enfin, il y a quand même quelques bonnes choses à sauver, comme dit. En fait, l'auteur avait maîtrisé le rythme, mais oui, il arrive à maîtriser le rythme, et ça, c'est une bonne chose. Le problème, c'est que c'est comment la mise en scène de ce rythme-là. Enfin, bizarrement, la mise en scène et le rythme sont un peu décorrélés dans ce contexte-là, où, en fait, ça déroule. Mais ce que tu dis, c'est un peu vain. Et après, le méchant, en fait, je trouvais, le méchant était sympa. Enfin, je veux dire, pourquoi pas, genre le fait que l'idée de ce mec qui arrive à reprendre le contrôle sur les démons qui restent pour gouverner le monde, pourquoi pas, c'est des idées sympas. Et puis le fait que l'une des personnages principales, un démon a pris son corps, etc. Enfin, en fait, dans le premier issue, on a un personnage qu'on croyait mort qui revient, enfin qui est mort dans la première série, si je dis pas de bêtises, et qui revient après, et on voit ce personnage qui se fait passer pour ne pas être contrôlé par un démon. Et
Et ça peut être un trope assez régulier de t'es possédé, etc. Et ce fameux personnage qui travaille en quinconce avec la deuxième personne qu'il est ou avec laquelle elle est possédée. Et en fait, je trouve que ça s'arrête là. En fait, c'est juste, bah voilà, ils vont faire main dans la main et puis après, bah ça s'arrête un peu là en termes d'ensemble, quoi. Et en fait, je trouve que c'est un peu bâclé là-dessus. Mais après, forcément, c'est en 4 numéros, donc voilà. Bon, je retiendrai pas grand chose. Pour coup, j'ai jusqu'au bout. Quand même. J'ai quand même jusqu'au bout pour voir parce que je veux savoir où ça se termine. Mais Et ça se termine pas parce qu'il y a un cliffhanger. Voilà. Mais après, des bonnes idées. Enfin, il y a quand même des bonnes idées ici et là, quoi. Enfin, je pense à vraiment cette dernière planche de issue 1, je la revois, là, je l'ai sous les yeux, et c'est vrai qu'elle est plutôt chouette de comment c'est amené. Ce qui est vraiment triste, c'est tous les démarrages d'intrigues qui sont soit expédiés, soit maltraités, et cette mise en scène un peu bancale, quoi. D'accord, bon, eh ben oui, c'est un peu le crash pour Haunted The Other Side. Oui, bon, c'est pas la première fois que je fais lire de la merde à mes copains. Mais c'était intentionnel, non? Non, pas du tout. Bah non, puisque moi j'ai aimé. Ben mais non. c'est vrai que j'ai pris au pif et puis après, Inch'Allah. Hein. Ah bah de toute façon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bien sûr. C'est comme ça qu'on fait. Ouais. Mais bon, à l'arrivée, effectivement, on a 2 noms cinglants de la part de XT et Adrien. On aura appris au passage, et c'était déjà ça de prix, que XT est un ancien parachutiste. Oui, je sais pas, j'ai pas 150 sous, mais enfin pas très loin, mais oui. Ah, pas très loin quand même. Bon, C'est pas beaucoup, mais Ah, d'accord. mais oui. bon, parachutisme Outcast, ce sera pour une autre fois. On va passer à la dernière review, celle de Adrien Larosé, Z2E pour les intimes, qui nous présente donc Swan Songs. Et oui, Swan Song, la dernière review sera mon chant du cygne. Swan Songs, une mini série en 4 chapitres chez Image Comics, écrite par Maxwell W. Prince, à qui l'on doit Ice Cream Man, for example, ou encore Haha. Haha. Et pour le coup, on va avoir, selon les chapitres, différents artistes. Donc, un format d'anthologie. Et donc, Maxwell Prince va s'attacher dans cette anthologie à raconter les derniers moments ou les fins de quelque chose. Il y a donc 4 grands thèmes. Le premier étant la fin du monde. Ah, quand même. Le chapitre 2 étant la fin d'un couple. L'issue 3 étant la fin du monde. Et l'issue 4 étant la fin d'une phrase. Waouh. Étonnant comme concept, mais voilà. Comme c'est une anthologie, je vais avoir du mal à vous raconter l'histoire générale, mais ce que je peux faire, c'est vous pitcher en 2 mots ce qui se passe, par exemple, dans la première issue. La première issue, donc, qui est donc The End of The World. C'est Martin Simons, d'ailleurs, qui est au dessin, à qui l'on doit Department of Truth, qui est très chouette. Et là, bon, bah, on part sur une bonne histoire de fin du monde, de la rentrée, quoi, qui nous met un peu du baume au cœur. Et on commence tout de suite par cette vue d'une grande tour qui semble abandonnée et en proie au chaos à ses pieds. Entre voitures en feu et autres croix érigées et Jesus saves, et voilà, enfin ambiance fin du monde en bon délire, et une voix off qui nous dit avant d'être piétiné par une foule en colère, mon thérapeute me disait toujours petit pas par petit pas. Voilà, bon, en fait, c'est drôle. C'est très très drôle, c'est très très marrant. Je trouve que en fait, en une case, on a bien l'ambiance de Maxwell W. Prince, qui fait toujours des récits comme ça qui sont super noirs, mais en même temps très très drôles. Enfin, il y a vachement de poésie, il y a vachement de noirceur, mais aussi d'humour dans son univers, et ça va être assez salvateur parce que cette histoire est un petit peu dark. On commence tout de suite par une discussion entre un fils et sa mère,
le fils qui regarde par la fenêtre et qui dit disons que il y a une belle apocalypse dehors et sa mère qui lui dit genre ah ouais c'est toujours quelque chose hein, quand on voit ça. Elle est alitée, elle a l'air d'être littéralement elle aussi à la fin de sa vie. On sait pas trop du coup hein, d'emblée ce qui adviendra en premier, la fin du monde ou la fin du monde de cette filiation. Et une grosse horloge gît au milieu de la salle d'hôpital qui affiche 23 et c'est visiblement un décompte avant en tout cas ils disent que c'est une atomic clock, donc probablement voilà un décompte avant une fin atomique ou une fin la fin du monde. On ne sait pas bien ce qui advient, mais ça ressemble à l'âge atomique qu'on a qu'on a dans le monde aujourd'hui de cette c'est celle qui est dans Watchmen en fait. C'est une vraie horloge. C'est ça, sauf que là c'est pas to midnight, mais c'est juste genre voilà un countdown. Donc c'est marqué 23 là, on commence à 23 et ça va être un motif récurrent du comics où on va au fur et à mesure se rapprocher dangereusement de zéro. Et qu'est-ce qui se passe juste sur cette première page, parce que j'en suis toujours là, vous avez la petite nuit là devant vous. Le fils est en train de lui lire ce qui pourrait être traduit par je sais pas, côté jardin, enfin, tu sais, un magazine vraiment d'horticulture, un truc prendre soin de ses plantes chez soi, quoi, tu vois. Et en l'occurrence, voilà, là il lui lit, pardon, donc ça s'appelle Better Gardens Magazine. Voilà comment on coupe et à quel angle les tulipes pour qu'elles fleurissent à nouveau vers le printemps venu. Et donc la maman qui a l'air quand même mal en point écoute ça les yeux fermés, très très apaisée par cette lecture seulement. En fait c'est pas le dernier magazine, c'est le dernier magazine qu'ils ont, mais c'est pas le dernier qui a été publié. Et le fils va se mettre en tête de lui lire ce dernier magazine qui semble l'apaiser beaucoup. Et donc il va oser sortir dans l'apocalypse et ce comics-là, c'est le chemin, c'est le parcours de ce jeune homme à la quête de ce magazine parce qu'il a entendu parler que quelqu'un l'aurait quelque part en ville. Bien sûr, le chemin sera chaotique, si ce n'est dangereux, voire mortel. On y rencontre un petit peu différents archétypes de personnes qui vrillent complètement à l'arrivée de l'apocalypse. Il y a personne qui est très serein quand même. Il y a des vampires à émotion, par exemple, qui ont l'air d'être des gens un peu devenus fous et qui ont besoin qu'on leur sourie ou qu'on pleure ou qu'on rigole. Enfin bon, bref, en tout cas, ils s'abreuvent des émotions des gens. Et bien sûr, au fur et à mesure de ce truc, on passe à côté de télé et autres écrans qui affichent le décompte. Donc la pression, elle est un petit peu de est-ce qu'il va trouver ce côté jardin et pouvoir le ramener à sa mère, oui ou non. Je vous laisse lire. Et puis pour pitcher peut-être en deux mots les autres issues qu'on a pu découvrir, il y a la fin d'un couple qui raconte la fin d'un mariage. Sachant que c'est raconté de deux points de vue, donc du coup de celui de l'homme et de la femme, qui n'ont pas du tout la même analyse du truc, à un point presque, tu vois, viscéral, quoi, sur des détails en plus, tu vois, genre, est-ce que le jour où on s'est rencontrés, j'étais en train de choisir des pommes ou des avocats? Et bon, visiblement, à la fin d'un couple, quand tout est brûlé, ça devient très important de savoir qui a raison entre est-ce que c'était une pomme ou un avocat. Ça a l'air sympa, hein. Ça a l'air très sympa, donc c'est la maxi embrouille, mais surtout, c'est un voyage, un ascenseur émotionnel, quoi, entre des débuts amoureux ultra intenses, ultra beaux, un peu olé olé même d'ailleurs, puisqu'il y a des scènes que je pourrais qualifier de PG-16 au moins, et puis des moments un peu plus sombres de la vie d'un couple qui se déchire. Ça va très vite, mais c'est vraiment très bien écrit à mon sens. Et puis le dernier, enfin la troisième issue qui pour le coup traite donc de la fin du monde. Donc plutôt qu'est-ce qui se passerait longtemps après qu'une bombe a explosé et a explosé bien sûr. Oui, bien sûr. Alors oui. ce qui est drôle, c'est que j'ai quand même fait
un effort de conjugaison parce que j'ai pas utilisé le subjonctif, mais enfin bon bref. L'explosas. Qu'il explosas. Et voilà. Et qu'est-ce que donne un couple qui s'appelle Adeline et Evan. Voilà, toute ressemblance à un couple biblique et fortuit. J'ai cru que c'était relié d'ailleurs à la première issue, mais en fait pas du tout. Mais bon, il n'y a pas de lien. Ça pourrait. C'était ma question. Il n'y a pas de lien entre les issues. D'ailleurs, je crois que dans Ice Cream Man, il y a un peu un jeu comme ça parce que c'est aussi des anthologies et il y a des moments des parcours qui se recoupent et ça devient un peu un jeu. Mais là, c'est de toute évidence pas un univers partagé. Cependant, et donc du coup, je vais conclure puisque toutes les bonnes choses ont une fin. Moi, c'est une lecture qui m'a vraiment touché. J'ai trouvé que voilà, ça procurait des émotions, que c'était toujours très très beau. On change d'artiste à chaque issue et j'ai l'impression que chaque issue est plus belle que la précédente. Faut aimer les formats d'anthologie, c'est pas forcément le plus simple à aborder ou à acheter même en librairie, mais c'est une lecture que je recommanderais chaudement à des adultes qui ont envie de lire autre chose que des super-héros. Ces images, bon voilà, moi j'y suis un petit peu allé les yeux fermés pour ça. C'est pas toujours payant, mais en l'occurrence, là je trouve que ça a delivered. Les histoires de fin et d'apocalypse et de machin, ça, là quand même ces temps-ci un petit peu tendance à me crisper. Parce que c'est justement très tendance. C'est très tendance, oui. Et je trouvais que là, en fait, il y avait un exercice formel qui était super intéressant, de parler de la fin de choses, mais d'une façon assez différente. Et voilà, moi, ça m'a porté. C'était, c'est pas pour défendre ma paroisse, mais peut-être la plus agréable de mes 3 lectures ce soir. D'accord, très bien. XT, est-ce que tu as été toi aussi ému, touché par la fin des choses ? Eh bien, écoute, 3 récits, donc 3 avis différents fondamentalement. Le premier récit, en fait, m'a un peu fait penser. Alors, j'ai vu un film récemment, pas si récemment que ça, qui s'appelle Threads, qui est un film plutôt téléfilm anglais, qui est sur le fait qu'on lâche une bombe nucléaire littéralement, enfin que la guerre nucléaire se passe, et quelle serait cette vie après cette guerre nucléaire. Alors, il y a un peu de ça dans l'esprit, et donc on se rattache à ce qu'on peut. Et ce petit garçon en effet qui se rattache à ce magazine qui lui donne une forme d'objectif dans la vie. J'ai moins trouvé le côté humour que tu décrivais, Adrien, enfin voire même pas du tout. C'est caché, hein. C'est caché. Je vois le côté poésie. Pour moi, il y a un deuxième. Il y a des. En fait, il y a plein de vannes un peu partout, mais c'est vrai qu'il faut les voir un peu. Ouais. Alors, j'étais moins sensible. Ouais. Sur la première chose qui me faisait marquer, c'était surtout les couleurs, et ça me faisait beaucoup penser à ce qu'avait fait Scott Snyder sur Severed, qui était un livre complètement d'horreur, horreur avec vampires, etc. Donc, on est clairement sur un autre thème. Mais c'est pas celle qui m'a le plus marqué, ce premier numéro, malgré la petite poésie qui s'est distinguée entre ceux qui essayent de faire tourner le monde comme ils peuvent et ceux qui font comme ils peuvent pour survivre. Et par contre, j'ai beaucoup été plus ému sur le deuxième, donc sur le sujet de la rupture, qui est une forme d'un couple qui évolue avec toutes les contradictions qui peuvent se faire sur les souvenirs en effet que chacun a, et sur toute la rancœur en fait que chacun a pu garder toutes ces années, et qui le relâche de manière très aigre à la fin, comme si en fait le moindre détail devait être un reproche. Et en fait, il ne peut pas y avoir de belle issue là-dessus en fait. Peu importe d'ailleurs la personnalité réelle de nos personnages en fait, d'ailleurs, qui n'est pas spécialement évoquée. Enfin, ils sont caractérisés. Ce qui est caractérisé, surtout leur couple et leur action l'un par rapport à l'autre. Alors, j'ai juste un problème avec celui-là, c'est que je le trouvais trop court pour le sujet abordé. Clairement, il le fait bien ce qu'il fait, et pour une chose, c'est plutôt bien, je trouve. Mais c'est un sujet qui a besoin de plus pour pouvoir être traité comme ça, je pense, dans sa manière en tout cas de l'aborder. Et ce qui est marrant aussi, c'est que j'avais noté aussi, c'est que les dessins étaient variés dans le style, et ça jouait avec la colo aussi pour décrire leur bataille, sur leur bataille dans le couple, sur comment c'était dessiné quand ils s'engueulent, quand ils sont à la ville, etc. Et le truc qui était assez, entre guillemets, satisfaisant, c'est la fin de leur rupture. Tu sens que les deux sont genre
Enfin, c'est fini, comme un vrai soulagement. Quelque chose que c'est bon, on s'en est sorti. On s'est bien arraché la tronche, maintenant on s'en est sorti. Et c'était juste une épine dans le pied d'enlever. Donc ouais, enfin plutôt satisfait sur celle-là. Et sur le troisième, on a un truc, on connaît fait beaucoup plus post-apo, on a 2 groupes, et celle-là que j'ai préférée et qui est la plus marrante en effet pour le coup, la plus tragico-comique en effet, surtout via son final qui est assez marrant, on le voit presque venir à 300 km, mais on a en une seule issue le conflit des cultures, l'obscurantisme qui est abordé et la vie au global dans 24 pages quoi. Enfin, et ça, pour le coup cette issue je l'ai trouvé très très bien parce que c'est abordé comme il faut et il essaye pas de trop détailler, il donne des idées plus, il laisse le lecteur plus s'en imprégner via son décor, via son contexte, plus que les autres où il fallait plus d'écriture pour aller plus loin. Là il arrive mieux à le mettre en scène. Donc on a ces 2 groupes de personnages qui repeuplent la planète et les autres des experts scientifiques. Donc ouais, vraiment c'est celle-là que j'ai vraiment préféré, avec le plus de poésie, le plus de tragico-comique en effet. Ouais, oui, c'est vrai que j'en suis ressenti. Merci pour cet avis. Et Luxbox, alors moi, ça a été une lecture où le plaisir a été crescendo. J'ai pas trop accroché à la première issue, même si je sais en reconnaître la qualité. Mais l'univers m'a pas parlé, j'étais juste triste à la fin. Le deuxième issue, moi j'aime bien les histoires d'amour qui finissent mal dans les histoires, hein. Dans la vraie vie, c'est pas chiant, trop, mais dans les bouquins, dans les comics, etc. machin, parce que je trouve que justement c'est souvent plus intéressant qu'une histoire qui se passe bien. Donc là, comme le comics commence par la séparation, on sait déjà à quoi s'attendre, et je l'ai savouré comme un petit bonbon. En plus, artistiquement, c'est assez joli, et c'était peut-être même une sucette, et les passages intermédiaires, hein, si les gens qui l'ont lu voient de quoi je parle sans vouloir spoiler, étaient comme le chewing-gum après le suçage de la sucette. Je crois que je m'égare dans la métaphore. Non, mais si. Voilà. Et c'était un vrai plaisir. Donc, et effectivement, un peu d'humour, etc. machin, mais ça m'a laissé un peu triste sur la fin. Et enfin, la troisième issue m'a subjuguée. Ce dessin qui semble fait au crayon de couleur est fantastiquement beau. Ces couleurs pastel sont magnifiques. Il y a un côté... toute la végétation, etc. Il y a un côté vivant qui est doux, qui est beau. T'as envie de t'allonger dans l'herbe. C'est magnifique. Moi, il m'a vraiment pris aux tripes. Le propos métaphorique est très, très, très prenant. Effectivement, il y a pas mal de pistes de réflexion qu'a évoqué XT. Et voilà, mais ça m'a laissé un peu triste aussi. Donc, moralité, Swan Song, c'est un grand oui. C'est un très grand oui. Je rejoins Adrien. Je pense que c'est ce que j'ai préféré lire ce soir. Enfin, l'autre jour pour ce soir. Et par contre, effectivement, ça m'a laissé un peu triste. D'accord, j'ai envie de dire le grand gagnant de ce soir, même si c'est pas un concours. J'ai gagné Comics Podcast. C'est bon. T'as gagné premier truc de la saison 10. C'est bon, j'ai gagné Comics Podcast. Mais je suis d'accord, c'est pareil, c'était ma lecture. Enfin, vraiment, cette troisième issue était vraiment une superbe lecture, même c'est une des meilleures lectures de mon année aujourd'hui, enfin de mon année quoi. Et c'est qu'un issue. Juste de l'issue, de la troisième issue qui est vraiment en effet. Et si d'ailleurs vous ne voulez lire que ça, elle doit être actuellement cette issue 3, elle doit être disponible chez les magasins, chez les revendeurs. Chez les revendeurs de ne prend comic pas books. pour des cons aussi. Enfin, elle est pas simple. En fait, il y a tellement de récits qui sont similaires là-dessus que je trouve un peu trop simpliste ou un peu trop. On a détruit la terre. C'est mal, c'est nul. Et puis là, c'est pas simpliste. C'est innocent mais pas simple. Ouais. C'est innocent, mais pas simple. Ce sera le mot de la fin du signe de Swan Songs. Exactement. Oh là là. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, oui. Comme dit le sage, si tu vois un canard blanc qui descend la rivière, c'est un signe. Très bien. En tout cas, ça m'a donné grave l'envie, quoi. Vraiment, la façon dont vous en parlez, ça me donne vraiment l'envie de le lire. Donc, c'est la fin de ces reviews. Pour un petit récap rapide, il y avait Airball avec des chats qui, dans l'ensemble, a été plutôt apprécié.
apprécié par nos chroniqueurs. Haunted, qui a été détesté par Adrien et XT, mais défendu par Luxbox. Et enfin, Swan Song, qui a remporté tous les suffrages. On va passer à la suite tout de suite. Alors, au vu des reviews qu'on vient de faire, si vous êtes un chat, si vous êtes un démon, si vous êtes un signe de la fin du monde, Oh là là. ou par exemple si vous voulez vivre autre chose que cette vie, si vous voulez vous envoler dans le bleu de l'espace, si vous voulez tout ce que vous n'avez pas, des amis qui vous comprennent et des livres par centaines, si vous avez saisi cette référence, ou si vous ne l'avez pas saisi, ou si vous êtes rien de tout ça, mais que vous aimez simplement échanger sur votre passion pour les comics, eh bien vous pouvez nous rejoindre, nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Twitter @ComicsOutcast, sur Facebook dans le toujours fringant Bouya Comics Club, sur Instagram Comics Outcast et sur le Discord du vaisseau Hypersensas où se déploie dans de multiples channels une communauté drôle, inventive et bienveillante que je salue au passage. Salut. Salut. Hello. On va passer tout de suite au focus. Le focus, c'est la partie de l'émission où on se concentre un peu plus longuement sur un titre qu'on a choisi, un titre fini en général, un graphic novel ou un arc dans un comics, et qui soit récent ou pas. Et le titre qui a été choisi ce soir, c'est Superman Red Son. Comics de Mark Millar, illustré par Killian Plunkett et Dave Johnson, et qui va nous le présenter, c'est Luxbox. Ça se bat autour de la table. Ouais, ça... On fait un one-to-one. Tu fais issue 1, je fais issue 2. J'ai pas la liste de quand il y a les issues. Moi, j'ai juste fait un Il y a gros 20 ans résumé. entre chaque issue quand même. Ce qu'on peut peut-être préciser, c'est pourquoi choisir ce comics aujourd'hui, parce qu'il Il est sorti en pocket. Il est sorti en pocket cet été, et que donc ça a été un hit des têtes de gondole chez nos amis Comic Book Shop. Désormais, Superman Red Son, on le sort un peu comme un classique, oui. Un nouveau classique de un Superman à avoir lu si on veut, je sais pas, découvrir le personnage ou découvrir peut-être le concept des Elseworlds. Ou briller en société tout simplement. Voilà, ni plus ni moins. Ouais. Ouais, ça doit faire partie des comics aussi qui les gens n'ont jamais trop eu de Superman, ou on lit quelques comics, font partie des comics que les gens ont certainement plus l'occasion de lire, surtout avec un pitch de départ assez original évidemment. À rappeler aussi que ça fait partie de la collection d'essais des Elseworlds, donc collection qui parmi eux compte Gotham by Gaslight, dont on avait évoqué l'adaptation animée dans l'avant-dernière émission, si je ne dis pas de bêtises, ou peu avant, Kingdom Come, donc nous avons aussi abordé récemment. Et donc on est en train de refaire nos classiques en fait, nos classiques en tout cas. Absolument. Une partie. Et Red Son, du coup, est aussi pour moi, personnellement, un des premiers comics que j'ai lu il y a bien 15 ans, et le premier comics VO que j'ai dû acheter. Je l'avais pas spécialement relu depuis, pour le pire comme pour le meilleur, mais on en reparlera plus pour la partie critique un peu après. Comics qui fête ses 20 ans cette année, pareil. Mais oui. Ah oui, déjà 2003, oui, c'est vrai, ouais. Non, mais 2003, c'était pas il y a 20 ans, si c'est bien ce que je craignais. Pour le concept, exposons-le rapidement. Nous avons Superman qui n'aurait pas atterri dans l'Arkansas. Non. Dans Superman. le Kansas. Oui, dans le Kansas. Oui, dans le Kansas. Ouf, mes excuses. Nous avons Superman qui aurait atterri en Ukraine. Et oui, parce que l'Ukraine, à l'époque de l'URSS, qui était encore URSS, quoi. Communiste. Voilà, purement communiste. Et les premières pages commencent très vite sur une narration, évidemment, des bulles sur fond rouge avec un texte jaune. Big up aux daltoniens. C'est vraiment pour vous, quoi. C'est presque dès les 3 premières lignes, on a déjà un champ lexical plutôt communiste, en parlant déjà dans les 4 premières lignes de vie sociale, camarades, etc. Donc tout ce langage qui est utilisé. Premier personnage que l'on voit, c'est Lois Luthor. Oh. J'aime bien quand tu fais le faux surpris, c'est magnifique. Et oui, elle est mariée à Lex Luthor, qui dort à côté d'elle pendant que Lois se fait réveiller par le téléphone et son chef lui dit: réveille-toi, le président fait une annonce, les Russes auraient une super nouvelle
armes pendant cette guerre froide. Et oui, car le comic se passe en 53, années 50, je crois que 53. Alors évidemment, là c'est le moment de Elseworld, donc il faut faire passer quelques personnages en revue pour pas trop les abandonner. Donc on a un petit plan rapide sur Martha Kent qui évoque son désarroi face à l'Amérique à genoux devant l'URSS et qui est heureuse que son John soit décédé pour ne pas voir son pays comme ça. Évidemment, ça pose beaucoup de questions au niveau des États-Unis. Luthor va vite être mis sur le devant de la scène. Donc on a encore un jeune Luthor qui, du coup, évidemment, pour montrer qu'il est très intelligent, a 10 000 casse-têtes par terre dans sa chambre et fait genre, je suis un gros malin, je suis tellement intelligent qu'il faut que je résoudre des casse-têtes pendant que je réfléchis à autre chose. Et c'est à ce moment-là qu'un fameux G-Man, de nom de James Olsen, va le voir pour trouver le truc pour détruire Superman, parce qu'il leur faut une solution. Donc là, évidemment, on a qui ce fameux Superman communiste, qu'est-ce qu'il vient faire? On le voit accomplir quelques grands bienfaits autour de l'histoire, donc sauver, qu'est-ce qu'il fait Superman encore aujourd'hui dans le bienfaiteur qui va sauver des gens, et il vient sauver Lois Luthor, pardon. Je crois que je vais le faire pendant toute la chronique. De ce fameux logo du Daily Planet qui va lui tomber sur la tronche, et il va la sauver comme ça, et Lois Luthor se dit qu'elle, dans une autre vie, elle serait bien tombée amoureuse de lui. On retourne en Russie, et à cette époque-là, souvenez-vous, qui était le Big Boss? Un moustachu, ce n'est pas Mario. Et qui ne s'appelle pas non plus Danny DeVito. Non plus. Et donc, on parle bien de Staline. Et on a une discussion rapide où on voit des jalousies express au top du parti par Piotr Rostov, le garde du corps, et surtout, principalement, le rejeton de Staline, qui est en fait plutôt en dépression parce que Superman lui vole un peu la vedette. Lui qui réglait tout dans l'ombre, Superman règle tout à ciel ouvert et il règle tous les problèmes. Et Superman, dans un fameux monologue, dit que évidemment tous les hommes sont créés égaux, etc., etc., etc. En fait, oui, tu résumes assez bien la qualité de l'écriture de Millard. Oui, c'est bien, il écrit à peu près aussi bien que ça. Non, mais voilà, c'était pour bien évoquer le fait que le communisme de la version Millard. Il faut bien préciser qu'on parle d'un côté très millardien du truc. Et donc ensuite, on a tout de suite on revient sur notre ami Piotr, parce que qui est en fait finalement presque d'une certaine manière le personnage le plus intéressant au final, je trouve, personnellement, de ce comics, qui en fait se retrouve à assassiner les parents alors j'ai pas perdu le nom, mais je crois qu'il s'appelle quand même Bruce Wayne, et donc qui tue ses parents. On a ce petit plan parce que ces derniers étaient en train de dessiner sur les murs des dessins anti-Superman. Et donc Piotr, malgré tout ça, fait un speech entre lui et Superman pour lui expliquer que il sert plus à rien, il se sent inutile, que son père le rejette parce que Superman est l'héritier logique à cet empire qui est la Russie, enfin l'URSS plutôt à cette époque. Il essaie de se suicider, il tire la balle, et évidemment rien de plus honteux que Superman qui arrête la balle avant qu'il réussisse à se suicider. Et là, c'est le grand drame, sans transition. Urgence, Staline va crever. Il a été empoisonné. Évidemment, Piotr, pas content, trouvera le coupable face à son père, l'exposera sur la place publique, fait en sorte que, en gros, il va bien crever devant tout le monde. Pendant ce temps-là, Luthor crée une forme de bizarro avec un Superman US, avec un gros logo US en plein milieu du torse. Au lieu d'avoir le beau S de Superman, on a un gros logo US bien dégueu. J'ai noté dans mes notes bagarre. Et Bizarro se rend compte que Superman est peut-être un homme plus grand que lui. Et alors je vous avoue que j'ai peut-être perdu la narration m'a un peu perdu sur comment se fait qu'il se décide de se suicider pour prendre une bombe et se suicider dans l'espace. À un moment, j'avoue que ce moment je le trouvais pas très très clair en fait en le relisant. Peut-être que c'est moi qui ai loupé un truc, mais j'ai relu 3 fois le passage, j'étais pas trop sûr de ce qui se passait. Il y a une bombe. Oui, il y a une bombe qui menace oui, mais j'arrive pas à voir d'où vient la bombe en fait. Et elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Et c'est Luthor. Ouais, voilà. Bah oui, c'est Luthor. Mais Luthor qui veut obliger Superman à se suicider entre guillemets pour sauver le monde. Oui, mais et finalement c'est Bizarro qui prend sa place. Pas à voir comment la bombe est introduite. Mais bon, soit. On revient sur un petit plan Lois Lane pendant ce temps-là qui fait « Oh, Superman, je crois que je l'aime en fait, mais je peux pas l'aimer parce que je suis une capitaliste, je ne suis pas une communiste. » En même temps, Lex l'appelle pour dire
c'est pas possible, je dois me concentrer sur Superman, notre mariage, c'est compliqué, je me concentre sur Superman, tu fais ton journal, mais sinon, la bague, c'est tout ce qui restera entre nous. Et donc, c'est à peu près l'idée du mariage que se fait Lex Luthor, évidemment, parce qu'il veut péter la gueule à Superman. Et là, on a une scène évidemment très milard, c'est Superman arrive sur voir le peuple. Et leur dit et voir le peuple qui a la dalle quand même en URSS à ce moment-là, et il voit des gens qui font la queue, il voit Lana Lang, qui évidemment sa copine d'enfance, et il lui dit hey, passe devant tout le monde, va prendre ta bouffe, jusqu'à ce qu'un mec lui dit oh quand même, enfin pourquoi elle est pas nous, et du coup là seulement il dit ok, je dois prendre les rênes de la Russie, de l'URSS, je vais sauver la Russie, l'URSS de sa situation, je vais prendre la succession de Staline. Nous sommes à la fin de la première issue et la deuxième partie se passe 20 ans plus tard. D'accord, il va peut-être falloir accélérer un petit peu parce que sinon. Alors, je ne veux pas frimer, mais moi mon résumé était vachement plus rapide. Vas-y, continue là-dessus. Non, mais moi je passe beaucoup de détails et beaucoup de petites voix, etc. Donc désolé. Cela dit, c'était très rigolo. Non, mais c'était très bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que si on veut pas que l'émission dure 2 heures. Non, mais alors je vais accélérer si tu veux. Vas-y, fonce. Bah écoute, je peux continuer un peu. Vas-y. Et puis tu prendras la suite. Alors donc à la suite de l'assassinat de Staline, Superman accepte de prendre les rênes du système soviétique, qu'il parvient à étendre sur la quasi-totalité du monde, puisqu'il y a quasiment que les États-Unis et je crois le Chili, quelque chose comme ça, qui refusent de se soumettre au bloc soviétique. Il y a parallèlement à ça, évidemment, il y a des résistants qui s'organisent, puisque tout le monde n'est pas d'accord, évidemment, sur la mainmise de Superman et du système soviétique sur le globe. Et donc, parmi ces résistants, il y a quelqu'un qu'on connaît déjà qui s'appelle Batman. Donc, Batman en chapka. Ça vaut le coup d'œil. Beau gosse. Bah oui, mais il fait froid. Bah oui, bien sûr, il fait froid, c'est en Russie. Qui devient donc un des leaders de la résistance. Et il faut savoir que parallèlement, on a le personnage de Wonder Woman qui est introduite, qui est amoureuse de Superman, évidemment, et tout le monde essaie de les mettre ensemble, etc. machin. Mais elle, non, j'attends qu'il fasse le premier pas et tout. Tu fais aussi des petites voix, C'est vrai. C'est vrai. Flagrant délit de petite voix. Flagrant délit de petite voix. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un lien entre Superman et Wonder Woman. Ils sont super potes et comme ils ont tous les deux des super pouvoirs, ils sont amenés tous les deux à sauver le monde, les gens, etc. machin. Et donc Batman se dit tiens, je vais, donc pas de petite voix pour Batman, il faudrait plutôt une grosse voix. Tiens, je vais prendre Wonder Woman et je vais la prendre en otage pour obliger Superman à venir me voir. Hashtag gros cerveau. Donc baston. Ce focus part en vrille, ce focus part complètement en vrille. Wonder Woman, donc prise en otage, parvient à se libérer sur la demande de Superman en brisant ses liens qui sont donc le lasso de Gaïa. Et le problème, c'est qu'elle perd à moitié l'esprit et elle va ça va faire naître une rancœur de Wonder Woman envers Superman qui restera sur tout le reste du bouquin. Voilà. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, Lex Luthor devient le président d'une société qui s'écroule. Heureusement, Lex Luthor, c'est un connard, mais il a des bonnes idées, donc il va réussir à redresser la société américaine. Grâce à son génie, il parvient à redresser le pays, mais aussi à améliorer sévèrement la qualité de vie. Je continue ? Oui, vas-y. Ok. Retour en Russie, Superman contrôle donc le monde communiste, pas tout seul. Il a fait appel à Brainiac, qu'on connaît aussi. Voilà, c'est bien, comme tu dis, il faut introduire des personnages qu'on connaît aussi. Superman est persuadé que Brainiac est de son côté, sauf que Brainiac nourrit un peu ses propres desseins. Donc Brainiac, il convainc Superman d'attaquer les États-Unis. Grosse idée, puisque c'est le dernier bastion qui résiste à l'Empire communiste. Et je crois qu'il précise au début, il y a 6 milliards de communistes dans le monde à ce moment-là. Et l'humanité, que c'est seul un petit village gaulois, il résiste encore et toujours à l'envahisseur. C'est un peu ça. Et surtout que Superman, il est là en mode non, mais si je devais utiliser mes pouvoirs, ça ferait longtemps que le monde entier serait communiste. Moi, je veux juste convaincre les gens. Et Brainiac lui dit non, il faut utiliser la force et tout. Donc, du coup, Superman, il fait ok, grande idée. Et au dernier moment, tout le monde aux États-Unis se dit il faut trouver quelque chose à faire. Et c'est Lois Luthor, qui va réussir à convaincre Superman en lui mettant dans la main une lettre de son époux, donc de Lex Luthor, il y a juste une phrase qui est con comme la lune, mais qui va faire réfléchir Superman et qui va surtout le faire réfléchir. Sa maman s'appelle Martha.
Non. On est presque. Non. Non, mais c'est vraiment une phrase toute simple, tu vois, c'est pas une longue lettre, c'est vraiment une phrase toute simple et ça va faire réfléchir Superman quant à sa propre humanité et à son rapport aux êtres humains. Et du coup, il va décider pardon, je sais pas, ils font des gestes et tout, ça me perturbe, excusez-nous, chers auditeurs. Je crois que c'était le désarroi. Je facepalm. Ouais, il y avait un facepalm de. Ouais, c'est bientôt fini, vous inquiétez pas. Brainiac donc est contre Superman. Superman dit fuck Brainiac et il décide de se séparer de lui de façon musclée, on va dire, et en même temps de mettre fin à l'attaque contre les États-Unis. Et il va décider de se mettre en retrait de l'humanité et de laisser l'humanité vivre sa vie. Épilogue. Je vous avais dit que c'était bientôt fini. Lex Luthor a ramené la paix sur la planète. Ses recherches géniales permettent à l'humain d'éradiquer les maladies et d'avoir une espérance de vie d'environ 800 ans. Je vous raconte pas la retraite. Grâce notamment à ce qu'a fait Superman. Hein. Grâce notamment à ce qu'a fait Superman. Ouais, non, mais c'est important. C'est un petit détail qui a son importance. Oui, mais je donne pas de détails, mais on va avoir l'occasion d'en reparler, je pense. L'épilogue, c'est donc 5 milliards d'années après le règne de Superman. Attends, juste me permets, excuse-moi, je suis obligé de couper sur ce détail ultime. Lex Luthor est réélu à 101% de. Ah oui, il est réélu à 101% et ils savent pas comment. Ils savent pas comment le 1% a pu passer là, tu vois, c'est inexplicable. Donc 5 milliards d'années après le règne de Superman et toutes les péripéties qu'on vient de citer en à peu près 2h57, la mort du soleil menace la planète Terre et sa population. De désespoir, le dernier descendant de Lex Luthor est envoyé dans le passé afin de lui donner une chance de survivre à l'apocalypse. Un ultime descendant en la personne d'un petit bébé nommé Kal-El qui atterrira en Ukraine en 1938. La boucle est bouclée. Bon, alors merci pour ce résumé à deux têtes. J'ai une question tout de suite, c'est que d'habitude, quand on fait un focus, en général, on a choisi un truc dont on est content. Et vous avez l'air d'en parler d'une façon, vous n'avez pas l'air du tout convaincu. Ah, moi j'adore. Moi je suis hyper fan de Red Son. Alors XT, en tout cas, il a l'air pas du tout. Moi, c'est mon. Si tu me dis ça, c'est plus en fait. Moi de 15 ans avait trouvé ça génial. Moi, je l'avais lu il y a longtemps, j'avais adoré. Et j'avais adoré, voilà. Et mon moi d'aujourd'hui trouve ça beaucoup trop grossier en fait. D'accord. Le concept est marrant. Mais en fait après c'est le problème, c'est que c'est Millard en fait. Enfin pour moi, mon problème moi c'est Millard en fait, c'est pas le plus que, et je le trouve complètement con le récit en fait. Enfin d'accord. Il y a des bonnes, en fait il y a des bonnes idées, mais l'écriture bête à bouffer du foin quoi. Et mais alors que le scénario est bien, mais comment dire, c'est bien mis en scène. Il y a des bonnes idées sur les enjeux, enfin etc. Mais je trouve le coup du Luthor est élu à 101% avec le 1% on sait pas d'où ça vient. Franchement, enfin, c'est du détail. Non, mais c'est parce que je trouve que le bouquin en est rempli, quoi. Tout est trop grossier pour moi pour être marrant. En fait, du coup, j'en perds le plaisir, en fait. Mais c'est moi qui suis devenu trop con, trop vieux con, je sais pas. Mais tu es aigri peut-être. Ouais, aigri, voilà. Parce que du coup. Mais l'action est plaisante, par contre. Enfin, voilà, le côté est un peu marrant de voir. J'ai mes souvenirs que par exemple l'arc de Batman était beaucoup plus long que ça. En fait, non, c'est. Ah non, c'est très court. Hein. C'est la moitié de la deuxième issue, quoi. Enfin, comment il se met ses ennemis à dos. Et comment Superman se repose des questions, en fait tu vois évoluer, et ça c'est la bonne chose du bouquin, c'est que Superman évolue quand même, donc ça fait partie des bonnes choses. Mais oui, enfin je pense qu'en fait pour moi mon problème c'est Millard au global, quoi, c'est pas mon truc. Enfin c'est. D'accord. Et j'espérais avoir plus de plaisir en fait ces fameux trucs qui sont mieux dans tes souvenirs, quoi. D'accord, donc une grosse déception de ton côté à leur lecture, manifestement, mais donc ce qui n'est pas ton cas, Luxbox. Donc je veux bien entendre ton avis du coup. Alors moi j'avais lu pour l'anecdote le premier bouquin. Puisque c'est donc en 3 parties. Hein. Là, on a expédié un peu, mais c'est donc en 3 parties. J'avais lu la première partie en genre 2012. Quelqu'un qui m'avait prêté le bouquin, et puis comme je traînais, je lui ai rendu le bouquin sans lire le reste, et j'étais très frustrée. Donc là j'ai eu l'occasion de lire et de le terminer, puisque j'ai donc acheté le Pocket il y a pas longtemps, et moi j'ai beaucoup aimé. Il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu que j'ai trouvé un peu inutiles entre guillemets, dans le fait qu'il ramène beaucoup de super-héros. Il y a beaucoup de name dropping. Il y a le Green Lantern qui arrive. Voilà, j'allais citer Green Lantern. Je trouve que l'arc de Green Lantern, il sert à rien.
à part rajouter encore un peu de baston, etc. machin. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé la réflexion que ça donne sur le capitalisme, la réflexion que ça donne sur le communisme, le fait que personne n'est blanc, personne n'est noir. Lex Luthor... non, mais Lex Luthor, c'est un gros trou de fesses tout en étant un génie. Superman, il a ses idéaux, mais en même temps, il fait le mal en pensant faire le bien. Bon, à part peut-être Lois Lane qui s'en sort, tu vois. Parce qu'elle a pas de bol, mais en même temps elle est complètement délaissée par son mari et compagnie. La seule peut-être pensante pour moi dans le monde d'hommes un peu complètement con, mais un peu, ouais. Ouais. Donc voilà. Alors juste pour l'anecdote, c'est moi qui ai suggéré Red Son, donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'aiment pas. Quoi c'est pas avec Millard, t'as un problème, c'est avec Luxbox. Mon Dieu, mais c'est affreux. Déjà le comics que j'ai proposé tout à l'heure, il a pas aimé, donc je me dis il y a peut-être un pattern. Oh là là. On va couper court tout de suite. On va demander à Adrien ce qu'il en a pensé. Tu me rends triste. Alors. J'avais lu Red Son il y a quelques années, un peu rapidement. Je pense que ça m'a fait marrer, mais c'est pas rentré dans mon top lecture et c'est pas quelque chose que j'aurais recommandé, voilà, comme ça. J'ai rebalayé, j'ai recreusé un peu la question. En réalité. Voici ma conclusion. Très bien. En 3 points avec. C'est indigent. Waouh. En fait, je trouve que en tant que lecteur de comics, on ne devrait pas se satisfaire de ça. On ne devrait pas se satisfaire d'un Elseworld qui se contente de nous montrer des personnages qu'on connaît mais un peu différemment et de se dire ah ouais c'est rigolo, ils vont se taper dessus. En tant que comics de bagarre, genre why not, c'est rigolo, mais en fait dépasser. Oui, tu vois ce qu'on a dit. Une fois qu'on a dit, et si Batman était tombé en Ukraine, le comics ne développe rien d'autre. Mais vraiment, je vais vous le dire avec vraiment genre. Cette idée qu'il devienne le Stakhanovis suprême et donc le chef de l'URSS, c'est pas assez ça. Mais parce que en fait, ça ne développe rien du principe de base qui serait genre. Et si en fait, c'était pas un Américain, mais un Russe. En fait, le seul truc à changer dans la tête de Millard, c'est pas tant. Et je pense que Millard n'a pas compris Superman, en plus de ne rien comprendre en politique. Je pense qu'il a juste confondu son plot avec et si c'était un Russe, et si c'était un étranger. Il y a un fond de... Il n'arrive pas à cacher son impérialisme, Millard, je pense, et il fait de Superman un méchant qui en fait a exactement les mêmes valeurs, c'est-à-dire qu'il fait passer les humains avant toute chose, il continue de se battre pour les pauvres. Oui, il aura quelques trucs de torture entre temps quand même. Non mais alors ça, le bouquin nous explique bien que le totalitarisme c'est pas bien. Ah bon, d'accord, ok, on va dire qu'il a au moins la vertu de nous dire que les dictateurs c'est pas chic, mais au-delà de ça, tu vois, genre ça ne va pas au fond de ce que c'est que le capitalisme ou le communisme, et de toute évidence Mark Millar n'en a aucune idée, puisque genre le premier truc qu'il dit c'est genre ah mais tous les hommes naissent égaux machin, comme si c'était une espèce de putain de punchline de marxiste. C'est la première phrase de la Constitution américaine, donc de quoi tu parles? Ce n'est pas une punchline de socialiste là que tu viens de faire, tu viens juste de décrire les fondamentaux de ton propre pays, de démocratie en général, d'une démocratie. Donc genre d'emblée en fait t'as pas l'impression d'être face quand même à un Superman qui est très très différent. Je pense vraiment que Millard il est nul en politique, et ça se voyait déjà dans Civil War, parce qu'en gros il essayait d'opposer deux idées qui marchaient pas. Pardon, je vais dérouler mes notes et ça va être un petit peu foutraque, mais voilà, cet argument genre communisme contre capitalisme, c'est jamais adressé, et je crois donc qu'il le comprend pas ce que c'est. Alors il le fait, mais grossièrement, genre avec tellement de grosses lignes que ça. Non mais tu vois, par exemple, il appelle Batman anarchiste. Oui, c'est vrai. Batman travaille pour la CIA.
et il a un drapeau américain dans sa Batcave. C'est pas ça un anarchiste, Marc. Je suis désolé de te le dire. Genre, ne mélange pas tout. Les USA, donc le capitalisme, Luthor, tu vois, genre, sont de toute évidence prêts à dérouler à peu près tout le monde dans le comics pour prouver que Superman, c'est un grand méchant. Quand tu regardes le truc, je pense qu'il faudrait faire le body count, tu vois, mais je ne suis pas sûr entre le capitalisme et le communisme, là, tu vois, entre le Luthor et Superman, qui a créé ou a voulu créer le plus de morts. Lois Lane, à un moment, genre, elle a une discussion, Lois Luthor, pardon, elle a une discussion avec Luthor où elle dit un truc genre, ouais, mais la fin justifie les moyens. Et en fait, qui est-ce qui a une société où l'emploi a disparu, le chômage a disparu, la pauvreté, voilà. Enfin, on dit en gros que Superman, il a réussi à monter une société genre quasi parfaite où tout le monde a rejoint volontairement en plus. Enfin, tu vois, il dit qu'il a pas usé de la violence et machin. Son monde, il est absolument parfait et Luthor s'entête à le défoncer. Mais pourquoi ? Parce que en fait, c'est assez appuyé régulièrement que en fait, c'est un Russe, c'est pas un Américain. Il ne parle pas anglais. Enfin, du moins, il y a un moment, c'est dit, même si c'est con parce que c'est écrit en anglais, mais genre, ils arrêtent pas de souligner là-dessus. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un petit fond de xénophobie dans le truc qui arrive, complètement, qui transpire à balles, quoi. Et alors que, qu'est-ce que c'est que Superman à la base ? Superman, c'est un immigrant. Prolétaire qui travaille, qui est un journaliste qui travaille pour la vérité pour une multinationale dont l'ennemi est un multimilliardaire. En fait, Superman est bien plus communiste dans la plupart des comics que dans Red Son, tu vois. Bah oui, c'est le cas, oui. En fait, là, on le dépossède de ce qui fait de lui fondamentalement voilà, un prolétaire qui se bat au quotidien à côté des gens pour leur... voilà. Et c'est aussi ce que tu quitte la planète, hein, d'une certaine manière. Après, c'est pas le communisme idéal, hein, c'est le communisme tel qu'il a été mis en place. C'est le communisme. Non, mais même pas, parce qu'en fait, c'est même pas genre ce communisme. Et pardon si c'est pas très clair, mais en fait, Millard là, il nous parle même pas du communisme de Staline, même pas de n'importe quelle forme de communisme de l'histoire, qui soit idéal, théorique ou appliqué. Tu vois, genre en fait, il parle juste de l'emploi, full emploi ou il sort des gros mots qu'il a dû entendre à la radio. Et puis, alors, il parle. Je veux dire, à un moment, il évoque les pogroms. Alors, bien sûr, ça, c'est pas super. Tu vois, genre. Donc, en fait, ça se retrouve vraiment très très fort dans le dernier acte, je trouve, puisque Luthor propose de débattre avec Superman. Et en fait, ils doivent s'affronter comme ça. Et je me souviens que quand je l'ai lu, je me suis dit, ok, là on va rigoler parce que Luthor, il s'est préparé intellectuellement à débattre en fait avec Superman. Et Superman, il est méga chaud. Donc ces deux emblèmes, et vraiment le comics, il aurait pu être super s'il y avait eu cette scène. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Brainiac, il arrive et Brainiac qui joue Millard en fait, il joue le cerveau de Millard qui exactement ça. Et genre comme un Deus Ex Machina de ouf, Millard il s'essuie le front, il dit oh putain, je savais pas comment j'allais m'en sortir de celle-là là, mais c'est bon, il est mort, il peut plus débattre. Et c'est trop triste, parce que vraiment il y avait un vrai, il fait hop Luthor, non je t'enferme dans ma prison magique. Il y avait un vrai propos, il y avait moyen d'aller au bout de cette idée de what if il était vraiment communiste russe à appliquer une idéologie qui était vraiment différente de la nôtre. En fait, non. Je veux dire, ce qu'on retrouve, c'est une guerre des civilisations comme dans la nôtre, vraiment triste et raciste. Et donc, je crois que c'est mal comprendre Superman, puisque Superman est déjà un immigrant et c'est déjà un étranger. Et donc, si tu saisis pas ça, c'est que t'as raté un bout du truc. Voilà, bref, c'est ma conclusion. En fait, je trouve que c'est un Elseworld, c'est un peu rigolo, mais en fait, dépasser la couverture et le pitch qu'on pourrait lire sur la quatrième. Si tu fais un pitch pareil, il faut l'assumer et ça y va pas. Voilà, pardon. Oh là là, ce défonçage en règle. Il y a du sel ce soir. Je crois que c'est une première dans Comics Outcast pour première émission de la 10e saison. C'est une première, c'est un focus où les pieds en avant. Il y a les battes, les clous. J'en reviens pas. Moi, je l'ai lu il y a longtemps et j'avais beaucoup aimé, mais peut-être que si je le relisais maintenant, en tout cas, vous m'avez donné envie de le relire pour voir si. Mais je vais faire l'avocat du diable un peu. Est-ce que
est-ce que vous en attendez pas trop dans le sens où finalement oui, Elseworld c'est ça, c'est prendre un personnage qu'on connaît, le balancer dans un autre contexte et s'amuser avec ça. Moi, En j'ai fait, le jeu de la déception qui va avec, tu vois, parce que je me souvenais avoir apprécié ça plus jeune, tu vois, mais genre, c'était vraiment longtemps, quoi. J'étais encore adolescent. Je crois que c'est la même chose. Après, en fait, là où tu as raison, c'est que là, on est dans une vague de vrais retours des What If et des Elseworld et des univers parallèles et tout ça. Et bah voilà, on est exactement dans ce bouillon-là. Je pense qu'il y a 20 ans, on pouvait se contenter du high concept et se dire « Waouh, c'est vraiment génial, quoi ». Mais en fait, aujourd'hui, non, il faut que ça aille un peu plus loin que ça. C'est pas parce que tu as twisté ton personnage et que Batman, il a une chapka que c'est du génie, tu vois. Voilà. Non, mais sans aller jusqu'au génie, quand même. Luxbox, moi je propose qu'on laisse le mot de la fin Luxbox pour finir sur une note un peu positive. Non, mais je rappelle que le focus c'est censé présenter quelque chose qui nous a plu et qui donne envie. Bon, bah là, non, moi là, j'ai pris le parti de me dire le focus, peut-être enlevons les masques. Genre, voilà, genre descendons, démystifions. Voilà, démystifions un petit peu. D'ailleurs, dans Démystifions, il y a Démystie. Et si tu je vais te jeter des trucs. non mais enfin voilà, c'est une tête de gondole, comment ça s'appelle, Urban, ils mettent ça en mode genre c'est vraiment un classique et tout. C'est pas ouf. Enfin, voilà, non, mais ça a peut-être mal vieilli. je veux pas, en fait, oui, non, mais c'est ça, je veux même pas dire que c'est de la merde ou je veux même pas dire que c'est du génie, c'est juste que en vrai c'est pas ouf. Voilà. Bon, Luxbox pour finir. Bah mes frites sont trop salées. Bon, ce sera le mot de la fin sur ce focus vraiment très surprenant. Vous m'avez complètement vous m'avez pris de court là. C'est pas fini. Je m'attendais pas. Bon, après oui, c'est pas fini sur ce qui vient après. Je serais peut-être moins surpris, mais là vraiment sur ce focus, m'attendais pas. Donc on vous a présenté Superman Red Son. À l'époque, on l'avait beaucoup aimé. Ça a été relu, ça a été détesté en tout cas par 2 personnes autour de cette table. Détester, c'est dur. Mais... Appelons ça un droit de réponse. Voilà. Mais Luxbox a beaucoup aimé. Moi, en tout cas, ça me donne envie de le relire. Bah, écoutez, amis auditeurs, dites-nous sur le Discord ce que vous en pensez, si vous l'avez lu ou quand vous le lirez. Voilà, je suis vraiment curieux d'avoir vos avis. Voilà. Il faut des hot tech, tu sais, il faut des hot tech dans la vie. Moi, je pense qu'on on va s'engager un garde du corps là. En fait, on vient d'ouvrir une nouvelle chronique, quoi. C'est le focus de la défonce. Voilà, c'est la chronique du sel. La chronique du sel. Bien, et ben sur ces bonnes paroles, sur cette bonne ambiance, on va passer à la dernière partie de l'émission. Mais au passage, c'est aussi le moment de remercier nos auditeurs, ceux qui nous écoutent depuis longtemps et ceux qui nous découvrent peut-être ce soir. Et si vous nous découvrez, sachez que Comics Podcast est une des nombreuses productions du label Vaisseau Hypersensas, le VHS pour les intimes. Enfin, VHS qui donne quand même un indice sur l'âge moyen du crew, mais enfin bon, passons. Le Vaisseau Hypersensas, c'est une constellation, j'ai envie de dire, d'émissions qui ont en commun l'imaginaire en général et la culture geek en particulier. Il y a donc Comics Outcast qui se penche sur les comics et leurs univers, mais il y en a beaucoup d'autres. Le Défaussé qui parle de jeux, le Contrecast qui présente avec passion des perles de la culture geek, Cinécure qui parle de cinéma, Whisperos qui explore en profondeur l'univers de Game of Thrones, le Comité, l'émission qui parle de la filmographie de Jean-Claude Van Damme. Du CIF, ouais. Et du CIF de Jean-Claude Van Damme. C'est cool, c'est quoi qui présente des passions insolites. La cartographie des chimères, un podcast de fiction, 20th Century Toys qui se penche avec amour sur les jouets et dont la prochaine émission ne saurait tarder à être diffusée. Et prochainement encore une nouvelle émission, ça continue, ça s'arrête pas, qui s'intéressera au jeu de rôle grandeur nature et dont le titre est Drôle de jeu. Donc comme vous voyez, c'est une production qui est très riche, ça demande beaucoup d'investissement en temps, en énergie, mais aussi en matériel et donc en argent. En argent, alors pas pour nous, pas pour le crew. Nous, on est tous bénévoles, on fait ça avec passion, avec envie, mais ça n'empêche pas qu'il y a des dépenses. Par exemple, déjà, il nous faut un studio. Un studio, ça se loue, et pour
pour rien vous cacher, on a eu quelques sueurs froides au début de l'été, parce que quand on a appris qu'on devait quitter notre ancien studio, il y a eu un moment de flottement, on ne savait pas trop où on allait atterrir et poser nos valises, et donc on remercie encore le Studio 17 qui nous accueille, voilà, pour une somme qu'on peut qualifier de symbolique, ce qui est extrêmement généreux de leur part, mais bon, déjà nous, on aimerait arrêter de passer pour des cons ou pour des crèves la faim et pouvoir leur verser un loyer correct. Et donc voilà, donc il faut louer le studio, il faut acheter du matériel, il faut remplacer du matériel, les micros, les consoles, les câbles, il faut louer les serveurs. Voilà, donc tout ça demande un peu des sous. Donc si vous nous suivez et que vous appréciez notre travail, vous pouvez nous soutenir via la plateforme de microdons Patreon à l'adresse patreon.com/vaisseau hyper sans sas. J'en profite d'ailleurs pour remercier ceux qui nous soutiennent déjà, nos patronautes, comme on les appelle ici. C'est grâce à vous si aujourd'hui le vaisseau hyper sans sas a toute cette escouade d'émissions et peut continuer à voguer vers des cieux de plus en plus bleus, on l'espère. Mais voilà. Donc cela étant dit, on accueille et on remercie aussi avec joie les auditeurs réguliers qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas participer au Patreon. Mais alors à ce moment-là, pensez à nous mettre des étoiles sur les différents applis d'écoute de podcast. Ça a l'air de rien, mais ça nous aide beaucoup. Et puis, donc voilà, si vous aimez notre travail et que vous en avez la possibilité, sachez que pour nous, c'est important, c'est même une condition d'existence qu'il y ait des gens qui nous soutiennent via Patreon. On va passer à la dernière partie de cette émission qui s'appelle le Hors les bulles, où on se consacre aux comics hors des pages de comics, donc en général en adaptation très souvent cinématographique ou télévisuelle. Et donc on va parler de la perle de cet été, bien évidemment, du joyau de Disney+, la dernière production Marvel, Secret Invasion. Qui se lance ? Allez-y parce que je vais être gentille. Alors, tu sais, plus positif. Moi j'ai presque envie du coup de me faire l'avocat du diable et de vraiment genre c'était vachement bien. Dire vraiment beaucoup de bien de cette série quoi, juste pour équilibrer la salinité de cette eau. Bah là on nage dans l'océan. Hein. Ouais, peut-être même la mer morte. La mer morte carrément. Non Secret Invasion. Non mais en plus je l'ai vu cet été, j'ai vraiment pas pris de notes, je suis désolé. Alors bon, de toute façon tous nos auditeurs l'ont probablement regardé voilà, de manière un peu les résumés sont sur Wikipédia désespérés. Voilà, c'est ça, genre allez directement sur Wikipédia pour voir les résumés. Le plot Twitch, qu'est-ce que c'est ? C'est que on a Nick Fury. Voilà. Bon bah il est il est revenu. Figurez-vous qu'il y a plein de Skrulls. Ils sont en train de secrètement envahir la Terre. Bon, Nick Fury, bien sûr, il pourrait appeler les Avengers. Enfin, je sais pas, se faire aider ou un truc comme ça, mais parce que c'est un homme de beaucoup d'honneur, il a décidé de faire ça tout seul. Ça va pas super bien se passer. Et en plus la team effets spéciaux a été plus ou moins en galère quoi. Donc le résultat c'est un récit quand même globalement décousu, pas ouf, qui a laissé tous les fans je crois alors du comics. Je pourrais pas en parler en mon nom parce que j'ai pas lu moi Secret Invasion qui est je crois pas unanimement érigé comme quelque chose d'incroyable. Non mais qui est pas mal. Mais qui est sympa. Et en tout cas qui ici aussi dans un arc de comics peut se permettre de faire des trucs de ouf, genre dire en fait tel perso ça fait 25 ans que c'est un Skrull, montrer what 1000 personnes et voilà, enfin avoir vraiment un petit peu les capacités de ce plot, de mettre en œuvre tout ça. Donc Kétrus, rassure-toi, je suis pas en train de dire que c'est de la merde, c'est peut-être bien Secret Invasion, je dis juste que je l'ai pas lu. Et dans les moyens d'une série Disney+, avec un tout petit budget qui est cramé probablement en 3 acteurs, c'est un peu plus compliqué de
d'avoir des enjeux aussi hauts et de nous sortir du chapeau X personnages importants, je sais pas, un Captain America ou un Spider-Man, ou enfin j'en sais rien, quelqu'un qui en fait serait un Skrull depuis des années et qui aurait été infiltré, détourné, remplacé, doppelgangé par un alien. Et je vais un tout petit peu sauter sur la conclusion, mais il y a quand même pour moi un truc qui fait que Secret Invasion ne pouvait peut-être pas marcher, ça on aurait peut-être pu le savoir depuis le début, dans le MCU, dans la continuité du MCU. C'est que dans Captain Marvel, pour une raison qu'on peut tout à fait expliquer, ils ont rendu les Skrulls un peu genre les gentils qu'on a essayé de faire passer pour des méchants. Tout à fait. Et ça fait un peu partie du plot twist de Captain Marvel, genre en fait non, c'était une manipulation, quoi. Les Skrulls ne sont pas méchants, quoi. Oui, alors qu'ils le sont clairement dans la bande dessinée. Donc c'est vrai que pour les lecteurs de comics, c'était un peu le twist de Captain Marvel. C'était en fait les Skrulls. Voilà. Et puis même ça racontait un truc qui était plutôt joli, je trouve, sur la manipulation. Tu vois, comment on manipule éventuellement un groupe d'étrangers pour les faire passer pour des grands méchants. Voilà. Enfin, tu vois, il y avait quelque chose un peu de cet ordre-là qu'on peut retrouver dans le MCU, sauf que la série. Sauf qu'en fait, ils sont obligés de faire complètement marche arrière, puisque soudain, il faut à nouveau que ça soit des méchants et que c'est le bordel. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a un truc qui est déverrouillé de base, qui fait que ils partent dans la semoule direct. Et bon, visiblement, de ce que je comprends là, ils ont quand même voulu adapter le comics, mais en prenant un tout petit bout, qui est du coup l'arc de Nick Fury, en tout cas ce que lui veut faire. Et admettons qu'on soit pas là pour faire plaisir à des lecteurs. Donc, oui. La question c'est il faut aussi se poser la question, est-ce que ça fonctionne indépendamment d'être une adaptation ? Voilà, c'est ça. Mais bon, voilà, avec ce handicap de ce qui s'était passé dans Captain Marvel et comment. Alors, pour essayer de me faire l'avocat du diable 2 secondes, enfin si on oublie de faire un résumé de la série, parce que je crois que ça sert pas à grand chose, mais on peut se focaliser sur des petits points ici et là, mais je trouve qu'il y a un truc intéressant dans le propos, tu vois, qu'est-ce que c'est que le racisme systémique, l'accueil qu'on peut faire aux réfugiés, tu vois, comment en tant que société on est en mesure ou pas de faire de la place à des gens qui doivent chercher un nouveau lieu de vie. Et c'est pas mal. Enfin, genre, ok, il y a un petit bout de propos. Mais après ça, les personnages ne sont pas développés. Il y a tout un truc sur le post-blip de Nick Fury qui est assez né, mais qui n'est jamais exactement développé. Et c'est probablement même d'ailleurs un des principaux défauts de la série, selon moi, c'est que ça repose énormément sur des dialogues et très très peu de démonstration des choses qui doivent être. Voilà, c'est vraiment l'inverse de show don't tell, quoi. C'est genre on dit des trucs, on les montre pas, et donc le spectateur c'est un peu aussi beaucoup des codes de films d'espionnage aussi, sur lequel la série se veut un peu être léger, mais après ça veut pas dire que c'est bien fait pour autant. Ouais, non, parce que du coup il y a quand même un truc, c'est que tout le long c'est censé être un énorme complot, tu vois, genre un truc vraiment big qui prend toute la planète. On parle de millions de Skrulls infiltrés et tout ça. En fait, au final, la série, tu vois, on en voit 12. C'est toujours dans des espèces de tout petits lieux. Tous les enjeux, ce qui se passe un peu en off, machin, les informations se donnent entre 2 personnes dans des dialogues un peu poussifs, et voilà. Et ça tout en pâtit. Alors, je pourrais revenir peut-être après que mes camarades aient partagé leur avis sur, à mon avis, le pourquoi on en est arrivé là industriellement. Mais c'est une série qui m'a l'air d'être complètement déstructurée. J'ai l'impression que, en fait, comme d'autres séries, Star Wars, comment ça s'appelle, Kenobi par exemple, il pourrait y avoir des travaux de fans qui font des fan edits qui seraient 1000 fois mieux. Il y a probablement moyen de remonter Secret Invasion, en fait, en gardant le même propos mais en le mettant dans un autre sens, et probablement que ça marcherait mieux, parce que là quasiment tout arrive au mauvais moment et t'essayes de recoller les morceaux, et je sais pas si c'est censé être un effet de style, je crois pas.
mais parce que 4 mois de reshoot et qu'il y a un truc, il y a quasiment autant de reshoot que de tournage, donc il y a un truc qui se cache là-dedans. Et voilà, je rentre pas dans les détails tout de suite parce qu'on peut. Oui, on va demander l'avis de quelqu'un qui a un peu plus aimé. Pour entendre un autre son de cloche, on va demander à Luxbox. Alors, moi j'ai bien aimé, sans pour autant trouver la série de très très grande qualité. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Alors je précise aussi que je n'ai pas lu les comics, mais je pense que de toute façon la série ça s'adresse aux fans des films et pas du tout aux fans des comics. J'ai aimé Ben Mendelsohn parce que c'est un des hommes de ma vie. Bon. Et donc il pourrait faire du tutu sur un cheval, je le regarderais faire pendant des heures. C'est qui ? C'est Talos. Ah oui. C'est le méchant dans Rogue One. Oui. Voilà. Oui. J'ai aimé en apprendre plus sur Nick Fury. J'ai trouvé que son histoire d'amour était super mignonne et que ça lui donnait un côté humain parce qu'on le voyait. Finalement, on voit pas tant que ça dans les films, hein, Nick Fury. Non, il est toujours présence, là en machine de guerre, etc. Il y a ce côté, il a subi de blip, etc. Ça l'a changé, c'est plus le même homme. Et effectivement, la série permet de creuser un petit peu ce côté de sa personnalité, et ce qui m'a beaucoup plu. J'ai adoré Olivia Colman, le rôle a dû être écrit pour elle, je pense. Oui, de toute façon, elle cabotine de ouf et elle est toujours parfaite. Qu'est-ce que j'ai aimé ? Alors, le propos, justement, dont tu parlais tout à l'heure, Adrien, sur la xénophobie, le fait ça m'a fait penser un petit peu à Captain America et le Soldat de l'hiver, la série, qui prenait déjà un petit peu ce parti pris avec les personnes qui étaient revenues du blip et qui n'avaient nulle part où aller. Et de toute façon, de manière générale, la série, autant sur son niveau de qualité que sur son propos, m'a beaucoup fait penser justement à Captain America et le Soldat de l'hiver, qui sont des séries plutôt moyennes, soyons honnêtes, mais qui ont un propos intéressant, qui n'est pas assez exploité malheureusement, mais qui cherche à aller un petit peu au-delà des super-héros en cap, etc., et à toucher une dimension sociale, peut-être un peu politique du monde des super-héros qu'on n'a pas l'habitude de voir dans d'autres séries. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'avais bien aimé. J'étais un des rares défenseurs du Captain America, le Soldat de l'hiver. Donc voilà, donc ce qui fait que même si c'est pas oufissime, j'ai un peu été perturbée, on va dire, sur les 3 premiers épisodes. Les 3 derniers m'ont complètement happée. Et au final, moi, j'avais pas prévu de la regarder, hein, je vais être honnête. Tout le monde m'en avait dit du mal. J'étais passée à côté, ça m'allait très bien. Si on n'avait pas fait de podcast dessus, je l'aurais pas regardé. Et finalement, bonne surprise. Finalement, je suis très contente de l'avoir vu, d'autant plus que The Marvels est probablement un des films que j'attends le plus cette année et qu'il y aura probablement un lien. Parce qu'ils aiment bien mettre des petits sous-entendus de ce qui se passe dans les séries, dans les films, et que comme ça traite des Skrulls, évidemment, à un moment, il y a des chances, que ça soit abordé. Et puis il se passe des trucs au niveau de certains personnages qui vont probablement avoir une incidence, sur la suite des films. Donc voilà, donc pas un youhou super emballé, mais une certaine satisfaction et le fait d'être très content de l'avoir vu. Bon bah cool. Moi je te rejoins sur le point que sur ce que j'ai trouvé le plus réussi, c'était la relation de Nick Fury, son histoire d'amour, et en plus l'actrice qui joue sa femme est très 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 bien. Donc voilà, ça m'a pas empêché d'avoir d'autres frustrations par ailleurs, mais ça c'était un aspect que j'ai bien aimé. Alors XT, est-ce que tu vas faire remonter le niveau de sel ou... En toute honnêteté aussi, surtout, c'est que j'ai pas eu le temps de regarder entièrement de manière propre la série. C'est-à-dire que j'avais vu le premier épisode en entier, j'ai vu le deuxième épisode, et après en fait pour le podcast j'ai un peu accéléré, c'est-à-dire que je regardais les épisodes à la va-vite en mode accéléré. Donc je peux pas avoir un avis extrêmement assis dessus, donc je préfère pas non plus. Je préfère remonter les points que j'ai plutôt bien aimés, ceux que j'en reprocherais à un niveau où je l'ai vu, enfin par rapport à ça, quoi, donc à certaines réserves. Ce que je retiendrai par contre, c'est des acteurs qui se donnent un peu, enfin tiens, comme tu dis, Olivia Colman, c'est une pépite. Finger in the nose. Ouais, à chaque fois là où elle passe, c'est toujours un plaisir de la voir. Enfin, c'est toujours un plaisir. Elle a un talent fou et elle le conserve peu importe la situation. On a Gravik, j'ai beaucoup aimé le personnage, sauf dans le dernier épisode que je trouve qui part un peu genre full bad guy. Mais encore parce que tu vois, au moins quand il délivre ses lignes et tout, je trouve qu'il y croit. En fait, tu vois, globalement, les acteurs
sont quand même tous assez haut niveau. Oui, clairement. La question acting, ils sont. Il y en a qui se donnent plus ou moins, mais genre par exemple, le truc que j'avais beaucoup aimé, c'est les phases de de-aging qu'il y a dans le premier épisode avec Nick Fury. Ah, j'ai trouvé ça bien fait, mais j'ai peut-être pas l'œil, mais j'ai trouvé ça plutôt bien. Ouais, en fait, je trouvais qu'elle est pas. En fait, c'était surtout le contraste voix et gueule de personne. Ah oui. Mais c'est bon. On a tous vu Indiana Jones, hein, on sait je trouve ça pire Indiana Jones, mais bon après. Et le spell par contre qui je trouve en dessous du reste, c'est Emilia Clarke, qui je trouve un peu malheureusement. Elle sert à rien. Son personnage. C'est-à-dire que son personnage est tellement mal écrit. Mais elle fait que de regarder dans le vide. Oui, voilà, c'est ça. Ouf, c'est ouf. Mais il y a un. Pareil là-dessus, il y a un mystère. Oui, parce que c'est pas possible d'engager une actrice aussi bankable et ouais. Enfin, malheureusement, ça me rappelle exactement sa situation dans Solo. C'est que oh là là. Tu vois. Ne m'engagez pas sur Solo. Il y a potentiellement il y a un boulevard et tout, et en fait son rôle il est écrit avec le cul. Puis, quoi. Et ça... Elle a quand même des méga pouvoirs, super scroll, etc. Et puis elle sort le pistolet pour se faire la bagarre contre d'autres mecs au pistolet. À un moment, donc c'est un peu la cohérence de cette scène n'est pas top. J'ai bien aimé le côté. Alors c'est paradoxal parce que beaucoup de personnes le reprocheraient la scène finale qu'elle soit complètement anticlimatique sur la bataille finale qui se passe à coup de discussion. C'est pas pour autant que c'est bien fait. Mais je trouvais l'idée bien en fait de tenter le coup. Et la bagarre est complètement explosée, la dernière bagarre de fin. T'as l'impression qu'ils se sont dit bon, on est obligé d'en mettre une parce qu'on est un truc, on s'appelle Marvel, il faut une scène de bagarre, donc on pouvait pas rester sur une discussion au chevet. Et je trouvais le petit twist, même s'il était un peu prévisible, assez sympa, assez bien mis en scène. Le fait que sans trop révéler, mais le switch quoi. Donc globalement, vu que j'ai vu un accéléré, je pense que j'ai plus aimé que si je l'avais vu. En fait, non mais parce qu'en fait, j'aurais trouvé même en accéléré, je me suis dit cette scène m'aurait paru longue, je pense, parce que je trouvais la réaction le premier épisode pour moi était un ennui un peu poli, on va dire. Et quand je vois la suite, je me dis que j'aurais presque ressenti la même chose, que en fait en accéléré du coup ça allait bien parce que ça allait droit au but quoi. Je récupérais l'information principale. Astuce j'avoue. Et du coup aussi par contre je trouvais l'image plutôt jolie malgré le côté grisâtre. Ils ont fait un effort sur la photo, je trouve qu'il n'y a pas le même effort partout. Je dis pas que c'est parfait, attention. Et je dis que l'effort est pas... moi pour le coup je trouvais que ça allait quoi. Enfin je chantais que ça allait. Enfin j'ai pas trouvé ça désagréable quoi. Alors moi j'ai un coup de gueule à pousser absolument sur cette série. Un coup de gueule, alors pour ceux qui l'auraient pas regardé, c'est un coup de gueule full spoiler de l'épisode 1. Voilà, donc si vous n'avez pas encore regardé et que vous voulez rien savoir, dans les secondes qui vont suivre, je vais spoiler un élément de l'épisode, du premier épisode. J'étais tellement dégoûté qu'il tue Maria Hill. Ah, j'avoue. Mais j'étais tellement dégoûté. Ça fait 8 films, 8 séries qu'elle apparaît comme ça. J'adore l'actrice, le personnage est super. Quand là ça démarre, je me dis enfin une série où elle va avoir toute sa place. Je me suis dit elle va être là pendant toute la série, elle va enfin avoir un putain de beau rôle à défendre, et il la bute à la fin du premier épisode. J'étais vert. Voilà. Mais comme un Skrull. mais non, mais tu vois, du coup, c'est assez. En plus de ça restreint immédiément le nombre de personnages qui sont éligibles au rôle du Skrull. Parce que t'es quasiment sûr d'emblée que, il va y avoir un personnage important qui est un Skrull. Ouais. Et en fait, les personnages, il n'y en a pas 1000, quoi. Entre ceux qui meurent dès l'épisode 1 et ceux après dont on est à peu près sûr que c'est pas eux, en vrai, il reste plus que Roddy, tu vois. Et pardon, là, j'ai spoilé un truc beaucoup plus grave. Après, d'un côté, ils le sont tous. Les seules personnes qui l'est pas, il y en a un, c'est Nick Fury, quoi. Voilà, c'est ça. Non, mais et Roddy, quoi, vraiment, en fait, il est tellement mal écrit, mal fait, que en gros tu sais tout de suite que c'est lui. Et à la fin, pour moi, ils ont raté une vraie opportunité, un peu d'émotion aussi, parce que ils le sortent du coup de sa stase, le vrai Roddy machin. Et il y avait sûrement un coup à jouer ici de en fait comprendre depuis quand, si ça fait un petit moment. Et du coup, à voir, tu vois, genre est-ce qu'ils vont vouloir expliquer ça ou pas. Mais si ça fait un petit moment, potentiellement, il sait pas qu'Iron Man est mort. Et c'est son meilleur ami, tu vois. Ouais. Et
en fait, je pense que là, il y avait un truc ultra facile à faire. Il faut nous tirer l'alarme en 2 secondes. Mais bien sûr, et on aurait tous eu la chiale, tu vois, avec lui, si on le voyait lui apprendre le truc, tu vois, et genre un peu dérouler, parce que bref, hein, la série comme ça, elle est remplie d'opportunités manquées, et donc mon hypothèse, qui est pas originale, hein, je l'ai pas imaginé dans mon coin, mais celle à laquelle j'adhère en tout cas, c'est que visiblement 2 mois, en fait toute la série était tournée entièrement 2 mois avant l'invasion en Ukraine. Et la tension en fait qui est mise en scène dans la série, qui est clairement entre la Russie et les États-Unis, aurait mis Disney+ un petit peu dans l'embarras. Et donc, ils auraient eu à retourner. Donc, ils ont fait 4 mois de reshoot, ce qui est quasiment autant de temps que le tournage original de la série. Et des images qu'on connaît du reshoot, en fait, il y a Emilia Clarke qui joue la scène de fin. Donc, potentiellement que la fin de la série n'était pas du tout la même, quoi. Et donc, s'il fallait refaire toutes les prévises et tout le bordel, enfin, tous les effets spéciaux de la scène de fin. Enfin, en fait, on peut imaginer que du coup, tout a été peut-être retourné dans des scènes de bagnole, dans des scènes genre méga machin. Presque ISO limite, quoi, dans ce cas-là. Ouais, non, mais où tout se dit à l'oral, tout. Voilà, tu vois. Et en fait, s'il a fallu réécrire toute la série, d'autant que ça arrive, pareil, genre le contexte de la production de cette série, c'est au moment de grande transition entre Chapek, qui était là à Disney+ depuis un petit moment, avec une stratégie full streaming. Beaucoup de qualité, beaucoup de quantité, et voilà. Quel lapsus. Versus Iger qui arrive et qui lui est beaucoup plus orienté cinéma et qualité plutôt que quantité et streaming. Et donc, je pense qu'il y a un espèce de virage dans lequel a été prise cette série qui peut expliquer, en tout cas, je pense un peu un déclin. Oui, pas un déclin, mais aussi peut-être un accident industriel, parce que vraiment quand tu regardes qui est à la prod, qui est à l'écriture, qui sont les acteurs, etc. Enfin, je veux dire, ça devrait être un carton. Puis je crois qu'en termes de pognon, ça coûte extrêmement cher aussi. Les auteurs. Ça a l'air déjà de Samuel L. Jackson. Hein. Au scénario, c'est les gens de Mr. Robot, quoi. C'est pas genre les plus gros gogoles, quoi, tu vois. Donc normalement, ça devrait marcher. Et comme Giggles le rappelle, c'est une série qui a coûté 200 millions. Oui, 200 millions, voilà. C'est pas genre cheap, quoi. Donc pour arriver à ce résultat-là, il y a une énorme merde dans l'histoire. Ouais, c'est et donc on a une tarte à la merde alors que c'était pas ça la recette, quoi. Donc, il y a une couille dans le potage, comme on dit. Eh bien, c'est une tarte à la merde. Je pense que c'est le mot de la fin pour cette émission qui a été, ma foi, remplie de sel et de violence. On va trouver un titre qui ira dans ce sens-là. Hein. Quelque chose autour de la même mort, je sais pas. Un slip en sang. Oh non. Ah là là. Bon, écoutez, c'était intense cette reprise. Hein. Ça promet une saison sur les chapeaux d'eau. On travaille pas. Hein. Beaucoup d'émotions. On a failli tenir le timing. Hein. Oui, j'y ai cru qu'on ferait moins de 2 heures. Bon, c'est-à-dire que si tu coupes maintenant, on est à 1,59. Non, on est déjà au-dessus. Je sais pas. Il y a un peu de montage, non ? Ah ouais, il y a un peu de montage à un moment donné. Ça va nous sauver peut-être. Ça va nous sauver. Bon, en tout cas, c'était un immense plaisir pour moi d'être avec vous ce soir et j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver, par exemple, XT. Sur Twitter, maintenant sur Blue Sky. Voilà, j'ai un compte, j'ai rien posté du tout. Allez. Sur le Discord, évidemment, du VHS, auquel vous êtes bien sûr tous invités, les auditeurs, pour participer aux diverses discussions et où la communauté vous accueillera avec chaleur et bienveillance. On est bienveillant dans le Discord du vaisseau Hypersensas. Et Adrien qui, et je l'ai même pas dit en début d'émission, en plus de chroniquer, réalisait l'émission ce soir. Merci. Ah oui, c'est vrai. Enfin, ça va pas être ma réale la plus brillante non plus, donc on n'était pas obligé de le dire. Mais ah bon, pardon, tu couperas. Hein. Oui, bien sûr. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors toujours sur twitter.com, le mec qui veut pas faire le deuil. Adrien Larouzet, Z2E, mais on me trouve également sur le Discord. Alors bon, je dis ça, c'est en vrai, disons qu'on m'y trouve. Je suis pas très actif ces derniers temps, mais j'ai comme bonne résolution de rentrée de revenir un petit peu dans les beaux. Et puis on me retrouve, figure-toi, à la réalisation de quelque chose qui est sorti hier. Oui. Techniquement, oui. Voilà. Quand on sera demain, on sera hier. Et bon, alors du coup, je tends la perche tout de suite, mais voilà, on a Jean, tu as écrit et
Et lu et dit ton nouvel épisode de la cartographie des chimères. Voilà, qui a été donc diffusé hier, normalement. Voilà, et je dis pas ça parce que c'est mon ami Jean ou parce que c'est moi qui ai réalisé, mais je pense que c'est vraiment un excellent épisode de fiction audio. Donc je vous invite vraiment à écouter ça. Rappelons ce qu'est la cartographie des chimères. Pardon, aussi, la cartographie des chimères, je sais pas Jean. Vas-y. La cartographie des chimères, c'est un podcast du vaisseau Hypersensas. C'est un podcast de fiction où tous les mois, si tout va bien, j'écris et je lis un texte de science-fiction fantastique et il est réalisé, mis en musique par Adrien. Voilà. Et le dernier épisode en date là réalise une rentrée tonitruante. Écoute. Super, merci. Et ensuite, Luxbox, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Bah écoute, pas trop d'actu en cette rentrée. Vous pouvez me retrouver sur Twix, Twitter/X, sous le pseudonyme de Luxbox, @Luxbox, et également sur Blue Sky, où moi je poste beaucoup par contre, parce que je profite du fait qu'il n'y ait personne pour poster à mort. Et donc voilà. Donc même pseudo, Luxbox. C'est quoi Blue Sky ? Vous savez, moi je suis toujours à la ramasse sur ces trucs. C'est le nouveau réseau social qui ressemble à Twitter mais qui n'est pas encore Twitter et qui est en bêta. Donc, qui a été fondé par l'ancien boss de Twitter aussi, un créateur de voilà, Twitter. ça a été créé par Jacques Dorsey et il s'est barré tout de suite après. D'accord. Donc il est même plus dessus d'ailleurs, il a supprimé son compte. D'accord. Voilà, c'était la minute réseaux sociaux. Oui, mais moi je suis toujours sur Facebook, les gars. C'est bien aussi. Écoute, voilà. Oui, moi donc la cartographie des chimères, les grains de sable aussi. Bien sûr. Les grains de sable, ah oui, j'ai oublié d'en parler très très vite. On a quand même l'ambition de fournir sur le flux Comics Outcast cette année 4 émissions par mois. Voilà là. Donc 2 émissions de Comics Outcast classique et entre chaque émission un épisode des Grains de Sable où avec Zéphiriel on revient sur le Sandman de Neil Gaiman. On vous gâte. Incroyable. Ouais, sinon quel flux quand même. Voilà, Quel flux. Vous avez un beau flux. Hein. On a un beau flux. Voilà, sinon vous pouvez me retrouver sur Instagram et donc dans le Agent Voca et sur le Bouya Comics Club sur Facebook. Bon, on n'est pas passé en dessous de la barre des 2 heures, ce sera pas pour On n'a cette pas fois. réussi, mais peut-être dans 2 semaines. Voilà. Pour la 212 où un cast encore incroyable vous emmènera vers d'autres contrées comicsologiques. Voilà. Allez, on vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, à bientôt. C'est bon, on n'a pas perdu la main. Yeah. C'est bon, on sait toujours faire. Il y a du montage. Il y a un petit peu de montage. Bon, allez, pas trop.